Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver. Donald Trump directement menacé par l'Iran. Une banderole promettant de le tuer a été affichée sur un immeuble en Iran, tandis qu'Israël affirme avoir transmis à Washington des renseignements sur un projet d'assassinat visant le président américain. Écoutez. Leurs leaders sont morts, ils les ont remplacés, puis on les a tués. Ils n'arrêtent pas de les remplacer. Peut-être que les nouveaux vont mourir aussi. Moi aussi je pourrais mourir, parce que je suis leur cible numéro 1. Aviez-vous connaissance d'une menace de l'Iran contre Air Force One ? Je suis constamment menacé. Je suis leur cible numéro 1. Mais si l'avion est touché, on meurt ensemble. Certains d'entre vous devraient peut-être songer à changer de métier. Et pour m'accompagner ce soir, Michel Goya, bonsoir. Bonsoir. Vincent Crouzet, bonsoir. Bonsoir Margot. Votre autobiographie, Le jour où je suis devenu espion, aux éditions de l'Observatoire, Alexandre Menlik. Bonsoir À vous également. Votre livre également, Le choix de la liberté, aux éditions Valeurs ajoutées, Sophia Amara, bonsoir à vous. Bonsoir Margot. Et Richard Verly qui va nous rejoindre dans un instant, qui a un petit moment de retard, ça arrive à tout le monde, mais dans quelques instants. On va prendre tout de suite la direction de Washington pour retrouver Sonia Dredi, puisque vous êtes à la Maison-Blanche. Est-ce que la sécurité du président américain a été renforcée depuis ces dernières heures ? Alors en tout cas, le Wall Street Journal a confirmé les informations du New York Times selon lesquelles le changement d'avion qui s'est effectué à Ankara l'a été pour des raisons de sécurité, parce que les Secret Service, donc les services secrets, avaient des craintes que ce nouvel avion ne soit pas doté des mêmes technologies, notamment des mêmes capacités de défense que l'ancien. Et puis on a appris aussi tout à l'heure par CBS bien que ces travaux que l'on voit depuis quelques jours à l'entrée de la résidence de la Maison-Blanche sont là aussi pour améliorer la sécurité de l'entrée, de la porte d'entrée. Un peu plus tôt ce matin, une source m'avait parlé d'une porte par balle, donc cela n'a pas encore été confirmé, mais en tout cas l'entrée de la Maison-Blanche, la sécurité est en train d'être renforcée. Donc ces travaux ne sont pas là juste pour rénover les colonnes, ce qui était expliqué dans les médias ces derniers jours. Donc en effet, la Maison-Blanche prend ces menaces au sérieux. Donald Trump a tout à l'heure dans une interview au New York Post déclaré qu'il n'y avait pas de nouveau plan de l'Iran pour l'assassiner, mais qu'il était bien conscient qu'il était la cible numéro 1 de l'Iran depuis des années. Merci Sonia Dredi en direct de la Maison-Blanche. Richard Verly, vous venez de nous rejoindre. Je suis ravie de vous retrouver en plateau. Bonsoir à vous. Cette Amérique qui nous déteste aux éditions Nevicata. J'aimerais vous faire un petit tour de table tout de même, parce que cette annonce, cette défiance envers Donald Trump, est-ce que cette menace, pour vous, est crédible ? On va aller tout de suite vers l'ancien espion d'abord, pour savoir ce qu'il en est vraiment. Vincent Crouzet, est-ce que vous considérez que cette menace est crédible ? Pas vraiment. Pas vraiment, parce que si les Iraniens ont toujours l'électricité à tous les étages, ce qui n'est pas évident, ce serait du suicide de leur part, un suicide politique, militaire. Assassiner le président des États-Unis, ce serait un geste ultime qui conduirait le successeur de Donald Trump, en l'occurrence J.D. Vance, qui est un pitbull. Le vice-président américain, dans la Constitution, c'est lui qui reprendrait le pouvoir. Qui prête serment immédiatement. Qui certes est isolationniste, non interventionniste, etc., mais néanmoins il vengerait Trump dans les heures qui suivent et réduirait le régime iranien à néant. Donc ce serait une énorme erreur de la part des Iraniens. Maintenant qu'ils induisent des moyens de pression et qu'ils montent des opérations de déstabilisation à partir de ce type d'informations, c'est tout à fait possible pour faire pression sur le président américain. Oui, moi je suis également très sceptique. Alors qu'il y ait plein de gens en Iran qui ont envie de voir Trump mourir, ça c'est l'évidence. Et depuis des années, bien sûr, c'est quand même un ennemi. Après tout, il a participé à l'assassinat, à la mort de Qassem Soleimani. De tous les dirigeants. Du guide suprême, de tous les dirigeants. Et donc, il y a beaucoup de gens en Iran qui ont envie de la réciproque, ça peut se concevoir. Maintenant, effectivement, d'un point de vue rationnel, d'abord c'est assez compliqué à réaliser. Techniquement, et ensuite ce serait effectivement totalement fou, d'autant plus que la séquence actuelle leur est plutôt favorable, donc c'est pas la peine de faire quelque chose d'irrationnel, même si ça arrive. Ça arrive, tout de même, des décisions absurdes, ça peut arriver. Aux États-Unis, vous avez des cellules iraniennes dormantes qui menacent depuis des années
pas que Donald Trump, d'autres membres de l'administration américaine. Oui, effectivement, il y a des cellules dormantes, notamment du Hezbollah, aux ordres de Téhéran. Et on en a traqué jusque dans le Bronx, imaginez-vous, à New York ou au Michigan. Cela étant dit, assassiner l'homme le plus puissant de la planète, et donc en principe un des plus protégés, ça n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas comme de mettre une bombe quelque part ou de viser un personnage. Kennedy a bien été tué. Oui, mais pas par les Iraniens. Et je pense que c'est pas une chose facile. Cela étant dit, même s'ils ne seraient pas assez fous pour le faire, je ne pense pas qu'ils en aient les moyens. Il faut quand même rappeler que les Iraniens lancent des fatwas et que parfois, après des décennies, elles sont mises en application, à l'exécution, c'est-à-dire comme celle, rappelez-vous, de l'auteur des versets sataniques, Salman Rushdie, et que depuis Trump a tué plusieurs sombres personnages, dont Baghdadi, le chef de l'État islamique, qui en ce moment est relativement laminé, réduit à quelques poches en Afrique et au Khorasan, et dans quelques banlieues de Syrie ou d'Irak. Bon, mais aujourd'hui, il a aussi tué Qassem Soleimani, et depuis, ils ont juré sa perte. Les Iraniens, pourtant, ils n'ont rien fait, et quand ils ont voulu le venger, qui était un homme très puissant, qui était le ministre de la Défense de la République islamique au Proche-Orient, peut-être plus important encore que Mujtaba Khamenei, n'est-ce pas ? Eh bien, ils ont envoyé quelques bombinettes sur une base américaine qui était vide, et ils ont prévenu avant. Donc je ne les vois pas assassiner Trump, même si Trump a réellement subi des tentatives d'assassinat bien réelles. Et ça, on ne peut absolument pas le nier, ça c'est clair. Alexandre. De façon générale, quand il s'agit des menaces d'attentats comme ça, largement médiatisées, c'est très difficile de faire la part des choses, évidemment. De séparer justement où finit le bluff et commence la réalité. Mais il faut toujours rappeler que la révolution islamique de 1979 est née sous le slogan « Tuer justement l'ennemi, tuer l'Amérique ». Et donc, tuer l'Amérique, c'est tuer le président. Évidemment, dans les milieux des mollahs, du régime de mollahs, il y a des éléments les plus radicaux. Donc, alors, qui répètent toujours ça. Mais est-ce que, évidemment, ça ne correspond pas aujourd'hui aux intérêts des Iraniens, parce que finalement, ils ne veulent pas retourner à la guerre non plus. Mais il y aura toujours ces voix, alors, qui seront prononcées pendant la manifestation, là-bas, il faut tuer. Il paraît que c'est la première fois que c'était marqué en anglais, finalement, parce que d'abord, ça s'adresse au public. Vous les voyez les images, parce que tout le monde kill Trump, le monde entier comprend ce que c'est. Parce qu'avant, il paraît que ces slogans étaient réservés plutôt à la population iranienne. Voilà. Et là, ça s'exporterait à travers le monde en anglais. Richard Verly. Oui, factuellement, ce qu'on voit, c'est une menace, parce qu'un appel au meurtre, c'est une menace. À partir du moment où vous avez des centaines de milliers de personnes qui sont dans les rues de Téhéran et dont certains brandissent Kill Trump, la menace, elle existe, parce que n'oublions pas que ces obsèques, c'est les obsèques du guide suprême Khamenei, mais c'est aussi des obsèques qui mobilisent le monde chiite, ou en tout cas qui ont la volonté de le mobiliser. La preuve, c'est que la dépouille est allée dans les villes saintes irakiennes. Donc oui, il y a une menace, mais il faut faire la différence entre une menace et la tentative d'attentat. Là, pour le coup, ce qui est certain, c'est que le calendrier sert quand même beaucoup Donald Trump et Israël. C'est-à-dire dire que maintenant, il y a une menace d'attentat, c'est l'argument rêvé pour reprendre des frappes. D'ailleurs, Donald Trump dit très ouvertement, j'avais pas besoin d'Israël pour savoir que j'étais ciblé, Vincent Crouzet. Bah oui, il l'est depuis, Sophia l'avait rappelé, depuis donc janvier 2020, avec l'assassinat de Qassem Soleimani. Et il faut rappeler d'ailleurs à l'occasion qu'il y avait deux personnes qui étaient ciblées, qui sont toujours ciblées. Donald Trump toujours, et John Bolton, son ancien conseiller national à la sécurité, dont il a retiré la protection rapprochée à titre de punition, donc il y a à peu près 2 ans. Ce qui est vraiment absolument abject. Je crois qu'il y avait Mike Pompeo aussi qui était ciblé dans la liste. Peut-être. Il paraît que c'est John Bolton qui avait décidé Donald Trump, en fait, de monter cette élimination de cibles à haute valeur. Information de dernière minute qui vient de CNN. CNN qui a récupéré des images satellites exclusives analysées par leur service d'information qui montrent que l'Iran pourrait avoir commencé à remettre en état certaines de ses installations nucléaires après les frappes américaines et israéliennes. Des images qui auraient été prises fin juin,
et début juillet qui montrent une reprise d'activité sur plusieurs sites nucléaires, surtout sur les sites militaires de Parchin et la montagne de la Pioche, Sophia Amara. C'est surprenant. Est-ce qu'il y a, en fait, dans la stratégie iranienne, une stratégie de gagner du temps pour essayer de se reconstruire et d'être plus dangereux qu'avant ? Alors, il faut prendre ces informations avec des pincettes, pas seulement parce que c'est CNN, mais on se rappelle qu'il y a... Vous voulez dire quoi par ça? Fake news. J'y ai bossé 8 ans, ça peut... Pardonnez-moi, mais par charité chrétienne, je vous rappelle des fakes qui ont été diffusés récemment, après que vous soyez partis. Ça va, je suis partie en 2016. Donc oui, mais ça remonte à il y a quelques mois avec une journaliste qui disait qu'elle avait retrouvé un prisonnier dans une horrible prison de Syrie, alors qu'en fait il l'avait roulé dans la farine et qu'elle était en train de permettre de l'exfiltration d'un bourreau d'Assad. Bon, j'ai pas nommé son nom par charité chrétienne. Voilà. Mais toujours est-il que donc premier problème. Alors, mais cela dit, il y a 3 semaines, 4 semaines, il y a des sources américaines, là encore à prendre avec des pincettes, parce que les militaires évidemment en temps de guerre, avec tout le respect, en temps de guerre, eh bien la vérité aussi est une victime, et parfois la principale victime, qu'ils avaient repris aussi, ils avaient déblayé et remis en état les sites de construction de missiles. Alors, si cela est vrai, donc je parle évidemment au conditionnel, évidemment que ça fait partie des différentes flèches à leur arc que les Iraniens tiennent à avoir pour des négociations qui ne font que commencer et qui vont se faire un coup sur la table et le reste du temps sur le terrain militaire, comme on est en train de le voir depuis quelques jours avec ce qui s'est passé autour du détroit d'Ormuz. Oui, alors je ne sais pas comment l'interpréter. Alors d'un point de vue rationnel, la politique, la stratégie la plus rationnelle pour les Iraniens actuellement, ce serait plutôt de faire profil bas sur ce genre sur le nucléaire, quitte à reprendre les choses un peu plus tard, profiter des négociations à fond, des négociations qui leur sont favorables. Hein, ils peuvent en retirer énormément de choses et non pas se lancer dans ce qui pourrait ressembler à une forme de provocation. Donc c'est à interpréter. Peut-être que c'est simplement ils sont en train de déblayer. On ne sait pas ce que c'est. Qu'est-ce que ça veut dire activité sur les sites nucléaires? La montagne de la Pioche n'avait pas été non plus tellement frappée. Est-ce que ils sont en train de remettre en état, de déblayer? On ne sait pas très bien exactement ou pour le dire autrement, c'est insuffisant en termes d'information, de renseignements pour... quand on voyait ces images avant, on se disait ils transportaient peut-être les 400 kilos d'uranium enrichi vers un autre site, etc. C'était ça l'hypothèse de départ. Hein. Et derrière le paravent des négociations qui n'ont pas encore commencé d'ailleurs, mais qui ont déclaré... donc évidemment, l'Iran veut reconstruire ses forces nucléaires. Pour moi, c'est évident. Et sur la liste qui a été citée par notre chaîne, il y a quand même une station nucléaire très importante, Boucher, qui disparaît des radars, passe sous les radars. Et les Russes renvoient. Et en tout cas, justement, Margot, vous avez évidemment vu l'essentiel, parce que les Russes essaient de rentrer en scène, de se remettre en selle de façon peut-être sournoise aussi, parce qu'il faut toujours rappeler que c'est la Russie qui avait participé largement, je peux dire même construit ces stations nucléaires avec des radiateurs. Et c'est d'ailleurs, ce qui est aussi un détail très important, c'est supervisé directement par le Kremlin, parce que qui était à l'origine de la construction de ces stations nucléaires? Sergei Kirienko. Sergei Kirienko, c'est un personnage extrêmement important et qui est chef adjoint de l'administration présidentielle. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de lui en tant que possible, justement, successeur même de Poutine. On continue cette conversation dans un instant. Vous restez tous avec moi et on se retrouve juste après une courte page de pub. À tout de suite. L'Iran a été frappé hier, mais par qui? On va regarder ces images de la centrale de Boucher qui a été frappée, une installation militaire près de la ville de Boucher dans le sud qui abrite la seule centrale nucléaire en activité de l'Iran, a été visée donc par une frappe. L'Iran dit que c'est l'ennemi américano-sioniste, mais les États-Unis disent, eux, très clairement, les forces armées des États-Unis n'ont conduit aucune nouvelle frappe en Iran lors des dernières heures. Toujours pour m'accompagner, Michel Goyer.
Goya, bonsoir. Sophia Amara, bonsoir à vous. Vincent Crouzet, bonsoir également. Alexandre Melnik, bonsoir. Richard Verly, bonsoir. Vous êtes tous les bienvenus sur ce plateau. On va pouvoir débattre notamment de cette dernière frappe, parce que là, c'est le mystère absolu. Qui a donc frappé près de la centrale de Boucher? Pour l'instant, les Américains disent que c'est pas eux. L'Iran insiste sur les États-Unis, mais également Israël. Quelle est votre hypothèse sur le sujet ? Alors, d'abord, première chose, normalement, les Américains, s'il s'agit d'une frappe aérienne, ils doivent savoir, forcément. Ils s'observent le ciel. C'est le ciel le plus surveillé du monde, certainement. Donc, ils ont des capteurs, des radars. Donc, il n'y a pas un avion qui vole dans la zone qui échappe à leur radar. Donc, si c'est pas eux, et s'ils refusent de dire qui c'est, il n'y a que deux hypothèses, en réalité. C'est soit Israël, qui a déjà frappé sur le site de Boucher, et on voit pas très bien pourquoi d'un seul coup il frapperait isolément sur un truc particulier. Bon, ça paraît un peu étrange. Et pourquoi c'est pas revendiqué? Pourquoi les Américains n'en parleraient pas? Ou alors c'est pas une frappe. Mon sens, c'est une explosion. C'est pas la première fois qu'il y a eu des explosions mystérieuses en Iran. Il y en a eu avant même le début le 28 février des frappes. On se demandait d'où ça venait. Et donc voilà, c'est ce que l'on voit, c'est les images là. C'est pas forcément une frappe aérienne en réalité. Donc on sait pas. Voilà. Donc vous écartez vous complètement les pays du Golfe? Oui, complètement. Les pays du Golfe n'agiront pas sans être de concert avec les Américains, qui eux disent qu'ils n'ont pas frappé. Or, les Américains n'ont absolument aucun intérêt à cacher le fait qu'ils aient frappé, puisque justement, ils veulent montrer qu'ils agissent en représailles des agissements de l'Iran. De même, les Iraniens, si on revient en arrière depuis le début de ce conflit et qu'on analyse la manière dont ils font leurs représailles et comment ils communiquent sur ces mêmes représailles, eh bien, ils n'ont jamais menti, en tout cas pas à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Alors, évidemment, toute la presse régionale, iranienne ou en exil dans cette région du Golfe dit ça peut être Israël. Qui aurait peut-être aussi frappé, non pas d'Israël directement, parce que pour l'instant ils se tiennent à carreau en attendant de voir la relation et la coordination avec les Américains et avec Trump, mais peut-être, n'oubliez pas qu'il y a eu par exemple en Irak une base secrète israélienne qui a été ensuite découverte par un berger irakien. Et cette histoire est folle d'ailleurs. Cette histoire est complètement folle et qu'il y en aurait d'autres dont on n'a pas entendu parler, qui soient restées actives ou dormantes pour frapper en temps voulu. Alors est-ce que ce sont les Israéliens qui l'ont fait, ou alors, je vais tout à fait dans votre sens, colonel Goya, peut-être des gens et même des Iraniens en exil en parler cet après-midi sur une chaîne iranienne d'opposition pour dire c'est peut-être de l'intérieur des agents en collaboration avec le Mossad, qui ont agi sur place, et les Iraniens, pour faire passer ça pour une frappe américano-sioniste, traduisez israélo-américaine, sur Bouchard, eh bien, ce serait ça la raison. Mais pour l'instant, on parle encore au conditionnel. Il y a encore beaucoup d'agents du Mossad sur le terrain iranien ? Oui. Je pense que l'inspecteur et l'inspectrice Gadget, Michel Goya et Sophia Amara ont certainement raison, parce qu'il n'y a absolument aucune raison que les Américains... On va tous aller bosser à la DGSE. Non, mais il n'y a absolument aucune raison que les Américains ou les Israéliens ne revendiquent pas officiellement ces frappes, si ce sont des frappes aériennes. Il faut savoir que le Mossad ne revendique quasiment pas ses actions, ou très peu ses actions, ou très longtemps après. Donc il est possible que ce soit une opération clandestine du Mossad ou de l'Aman, le renseignement militaire israélien, ou bien, effectivement, des opérations montées par des réseaux de résistance, d'opposition, comme ça avait été le cas à Téhéran. Au cours du premier mois de conflit, où on a vu des incendies se déclarer, allumés par des partisans, etc. Donc il est tout à fait possible qu'il y ait des réseaux d'opposants qui se mettent en action et qui déclenchent des opérations, d'ailleurs avec le soutien opérationnel certainement des Israéliens. Juste un mot, pardon, je suis en train de regarder les images. C'est pas une explosion très importante en soi, donc c'est pas forcément une frappe aérienne avec beaucoup de charges explosives. Il y a beaucoup de flammes, ça a déclenché un incendie par la suite. Donc c'est quand on voyait des flammes comme ça, c'est qu'on a mis, c'est un dépôt qui a explosé en réalité au départ et qui a provoqué ensuite un incendie. Donc c'est pas forcément une explosion très secondaire. On voit pas de projectile arriver, on voit rien.
Donc oui, de plus en plus, je penche sur l'idée d'une explosion, d'une action interne. Alors, peut-être par les services, peut-être par des formes d'opposition, on ne sait pas, mais c'est plus vraisemblable qu'une frappe aérienne. La question que je me pose, c'est est-ce que ça pourrait être par exemple le départ d'un missile iranien qui aurait foiré ? Le départ d'un projectile iranien, parce que faire partir des missiles ou des projectiles depuis les abords de la centrale, c'est assez habile, ils l'ont fait dans le passé, pour justement éviter les ripostes. Installer des batteries près de ce genre d'installation, c'est se prémunir contre d'éventuelles ripostes. Est-ce que ce serait pas quelque chose qui aurait dérapé du côté de... Oui, on peut pas exclure l'accident. Voilà, l'accident. Oui. Alors, ce qui est intéressant dans cette centrale de Bouchehr, tout de même, c'est que les ingénieurs civils russes sont revenus dans cette centrale pour y travailler, parce que c'est en fait une centrale de construction russe. À bas bruit, finalement. Alors, ce qui se passe actuellement, c'est que les Russes reviennent, parce qu'ils ont des accords à la matière avec les Iraniens. C'est les Russes qui avaient construit cette station nucléaire. Eh bien, c'est eux qui ont fourni on appelle ça des sites. Non, qui ont construit cette station nucléaire sous la houlette, je répète encore une fois, de Sergueï Kirienko, qui est un personnage extrêmement important dans l'administration présidentielle russe. Et vu ce qui se passe actuellement en Russie, peut-être on va en parler, c'est-à-dire ça bouge quand même pas mal, eh bien le rôle de Sergueï Kirienko n'est pas à sous-estimer là-dessus. Et ensuite, en ce qui concerne cette frappe, je dirais que c'est un mystère aujourd'hui. Donc alors, et plus ce mystère nous dépasse, fignons d'en être les organisateurs. Parce que, évidemment, c'est, à mon avis, ça peut être le coup du Mossad, tout simplement parce que Israël, à mon avis, a objectivement intérêt aujourd'hui à faire cette piqûre de rappel sur le nucléaire. Parce que dans ce projet d'accord, de ce protocole d'accord, ce qui est complètement disparu, c'est quand même le nucléaire. Et c'est ça qui inquiète en premier lieu Israël. Et donc, attirer les projecteurs des médias, sensibiliser une fois de plus sur la problématique nucléaire, ça sert les intérêts des Israéliens. Pour compléter le propos d'Alexandre sur Bouchehr, il faut préciser qu'il y a une tranche qui fonctionne. Il y a un réacteur nucléaire donc en activité, et il y en a deux qui doivent être construits par Rosatom, donc l'entreprise nationale publique russe, fédérale russe, et qui doit être normalement, les deux tranches doivent rentrer en activité en 2028-2029, certainement avec du retard, avec effectivement les 6 mois de retard que... Merci Vincent, c'est le mot réacteur que je cherchais. Voilà. Alors on apprend à l'instant que des marins américains effectuent des opérations de vol nocturne à bord de l'USS George Bush, alors que le porte-avions navigue dans les eaux régionales. On vient de l'apprendre à l'instant, avec ces images du CENTCOM qui viennent d'être envoyées notamment sur leur site officiel. Ce qui est intéressant, c'est la possibilité que des frappes reprennent. Alors, Général Yakovlev me parlait de frappounettes tout à l'heure. Il ne parlait pas réellement de frappe, mais d'un autre point de vue, Israël, comme on le disait à l'instant, se tient prêt à reprendre ces frappes-là. Ils le disent de manière très claire. C'est le ministre de la Défense, Israël Katz, qui dit que Israël se tient en alerte, prêt pour une campagne de frappe nouvelle, et que le combat contre l'Iran n'est pas terminé. Écoutez. L'armée est prête et en état d'alerte pour une reprise des combats, afin de rétablir une supériorité aérienne et afin d'amener le drapeau bleu et blanc en Iran, pour éliminer les menaces, y compris une 3e fois si nécessaire. Si nous devons y retourner, nous y retournerons plus durement encore. Qu'est-ce qui pourrait déclencher une reprise des frappes, selon vous ? Alors d'abord, du côté israélien, oui, on pratique pas la frappounette. Si on y va, c'est pas pour peser sur les négociations, etc. C'est pour y aller à fond. On n'est pas du tout dans cette optique. Du côté américain, il faut bien comprendre effectivement que la capacité de frappe américaine, c'est 400 frappes par jour. Voilà, c'est ce qu'ils ont fait pour le Mars, c'est leur moyenne. Là, pendant cette séquence de 3 jours, ils ont fait du 50 frappes par jour. Donc on est vraiment dans les limites basses de ce qui est possible de faire. Ce qui montre très bien qu'ils n'ont pas du tout envie de reprendre véritablement des opérations en bras de fer. C'est bien qu'on se rende compte, ils n'ont même pas remis en place le blocus qu'ils avaient mis en place. Et sinon, la première chose à faire, c'était ça. Si on décide, ok, maintenant on revient sur un bras de fer, on commence par faire ça, puis ensuite on y va vraiment. Non, on est sur, je reprends l'expression du général Yakovlev, des frappounettes. Tout va bien. Mais non, mais on dose. Tout ça, c'est très dosé. C'est du théâtre en réalité. C'est du théâtre très très codifié. C'est du théâtre kabuki japonais, quoi. Chacun a son rôle. Et chacun, fait sa séquence. Et puis tout le monde
est content et on arrête et on reprend comme avant. Maintenant, ce qui pourrait, il y a deux choses en fait qui pourraient reprendre des hostilités au même niveau qu'au mois de mars. C'est l'engrenage, effectivement, en admettant que là, les Iraniens, par exemple, décident de répliquer à nouveau, de rebombarder des frappes, des bases américaines, s'ils tuent des soldats américains, par exemple. Là, les Américains sont obligés de relancer encore des frappes de plus en plus fortes, et on peut, par simple engrenage, même si aucun des deux ne le veut vraiment, ou parce qu'il y a une partie des factions des uns et des autres qui sont des faucons qui poussent à ça, on se trouve engagé malgré soi dans un affrontement majeur comme au mois de mars. Ou alors, c'est la rupture, c'est-à-dire qu'effectivement, on considère que cette phase du côté américain, que cette phase ne mène à rien, que dans ce cas-là, on est obligé de reprendre le cours de la guerre là où on l'avait interrompu au début du mois d'avril. Et dans ce cas-là, oui, certainement, les Israéliens se joindraient à la fête pour refaire exactement la même chose relancer une nouvelle campagne. C'est peu probable. On sent très bien que Donald Trump n'a pas du tout envie de reprendre dans cette affaire. Donc l'hypothèse est probable, c'est qu'on revienne à ces séquences, à ce petit théâtre pendant très longtemps, parce qu'on ne sait pas quoi faire d'autre en réalité. Il y a quand même un élément, c'est si le détroit d'Ormuz était bloqué, littéralement bloqué, et que il y avait une incidence énorme et ça sera le cas sur l'économie mondiale, les Américains se retrouveront quand même à ce moment-là dans l'obligation de faire quelque chose pour le débloquer. À un moment donné, oui, si c'est véritablement bloqué, il faudra utiliser la force. Alors justement, est-ce que cette force va être utilisée quand on voit ces images-là, colonel Goya? Oui. Est-ce qu'on peut se dire que de nouvelles frappes sont à l'étude? Elles sont toujours à l'étude de la frappe. C'est-à-dire que vous avez à l'intérieur du CENTCOM, de l'état-major, vous avez un plan de frappe, du ciblage, et c'est prêt à tout moment. Vous donnez l'ordre et vous avez des frappes dans la foulée. Mais ces images, elles montrent quoi? Elles montrent des gens qui s'entraînent, qui se forment. Mais en réalité, c'est toujours comme ça. Sur un navire, vous avez toujours des gens qui s'entraînent, qui se forment. Sur un porte-avions, vous avez toujours il y a des mouvements perpétuels. Donc on se prépare en permanence à des frappes. C'est pas forcément un indice qu'il y aura des frappes dans les heures qui viennent. Ces frappes peuvent intervenir à tout moment, tout simplement, parce que les Américains, comme n'importe quel militaire, ils se préparent à tout moment à agir. Donc en soi, je pense qu'il ne faut pas en tirer forcément beaucoup de conclusions. On peut reprendre des séquences, la même séquence dans les jours qui viennent, ou simplement s'arrêter, et puis ça reprendra dans 2 semaines. Mais est-ce qu'Israël a les moyens encore de frapper en profondeur l'Iran? Ah oui, bien entendu. D'autant qu'il y a une accalmie qui a permis aux Israéliens en fait de reconstituer des stocks de missiles air-sol et de missiles tout court. Donc il est évident que les Israéliens brûlent de saisir l'opportunité de repartir bombarder l'Iran, et notamment des sites de haute valeur, notamment les dirigeants de la République islamique. Quand bien même, on peut noter tout de même au sud Liban une véritable accalmie et un désir, une volonté tout de même de calmer les choses, au moins sur ce front, laissant à penser tout de même que les Iraniens craignent énormément les Israéliens. Là, sur ces images, je crois qu'on voit des F-18 Hornet catapultés. Donc, vous savez, c'est l'avion de Tom Cruise dans Mission Impossible 2 ou 3. Voilà. Ouais, dans Maverick. Dans Maverick, voilà. Le grand cinéphile qu'est Michel Goya. Qui se passe en Iran, d'ailleurs. Sophia, les nouvelles opérations, surtout si elles sont israéliennes, elles viseraient quoi pour vous? Les gardiens de la Révolution, le nucléaire, les missiles? Alors, je pense qu'Israël ne peut pas frapper l'Iran sans les Américains. Ça, c'est absolument... Ils ne sont pas d'accord, les garçons. Sûrement. Mais je pense que c'est pas possible. Je pense que justement, s'ils se retiennent et qu'ils rongent leurs freins jusqu'ici, c'est parce que Trump a donné son no-go. Après, bien sûr que techniquement, ils sont capables de le faire pas longtemps, pas très en profondeur. Et pour répondre à votre question, ce serait bien sûr pour détruire un peu plus les infrastructures vitales pour le régime, pour frapper de l'armement, des sites balistiques, pour frapper des sites nucléaires s'ils en ont encore la possibilité. Cela dit, je pense que les Israéliens, pour l'instant, frappent le Liban, mais ils n'iront frapper l'Iran qu'avec l'accord, l'aval des États-Unis.
Tout de même, la force de l'Iran de représailles, quand ils ont tout de même visé, je regardais tout à l'heure, des systèmes Patriot américains au Koweït, un site d'alerte avancé au Qatar, un dépôt de carburant militaire à Bahreïn, une base utilisée par les États-Unis en Jordanie. En Jordanie, c'était pas arrivé depuis le début du conflit. Comment les Iraniens ont encore cette capacité de nuisance? Ce sont des gesticulations, des frappounettes là encore. Là, c'est des frappounettes aussi. Oui. C'est-à-dire les Iraniens peuvent aussi faire beaucoup plus. Oui. Là, ils ont fait quelques frappes. Ils auraient pu frapper Israël. Ils savent que là, c'est une ligne rouge. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait, mais frapper, c'est-à-dire créer, comme vous le disiez tout à l'heure, avec des risques de mort d'homme, que ce soit sur les bases américaines dans les pays du Golfe ou en Israël. Ce qu'il faut dire en tout cas, c'est que là, tout ça, c'est de la gesticulation et c'est de la poursuite des négociations, mais par la force. Et donc, ça visait pas à faire de réels dégâts pour vous? Non, je pense que ni les Iraniens, et d'ailleurs ils le disent de façon indirecte, ni les Iraniens, ni les Américains, ceux qui ont intérêt à reprendre la guerre, ce sont les Israéliens. Parce qu'eux, ils sont là-bas, la géographie leur impose de continuer à vivre à côté de la République islamique d'Iran, et les pays du Golfe, d'une certaine manière, ils craignent la guerre et en même temps, ils aimeraient bien que le boulot soit terminé. C'est ce que j'allais vous dire. C'est-à-dire que la conséquence, c'est que ça risque d'être à nouveau une sorte de piège pour les pays du Golfe. Mais ça le sera de toute manière. Ils sont battus dans tous les cas. Mais moi, ce que je peux dire, tous les cas, c'est-à-dire que quand Trump se sera retiré de la région et qu'il aura laissé un Iran renforcé, ils sont battus. Et si Trump reprend la guerre, là encore, ils vont souffrir. C'est ça que j'ai voulu dire. Maintenant, le problème, c'est que qu'est-ce qui se passe? Quel est l'enjeu? L'enjeu, c'est que les Iraniens, pourquoi ils vont jusqu'où alors qu'on leur a proposé 300 milliards, une sorte de plan Marshall de 300 milliards de dollars, le Memorandum of Understanding, qui aujourd'hui est surnommé of Misunderstanding, parce qu'ils sont pas d'accord sur le paragraphe qui concerne le détroit, n'est-ce pas? Eh bien, tout ça, ça a un but pour les Iraniens. Et d'abord, il y a des dissensions au sein du pouvoir et ils sont pas tous d'accord. Il y en a qui ne veulent pas faire de concessions du tout. Mais le problème, c'est le financier, parce qu'on leur a promis de l'argent, mais ça doit passer par le Qatar et les fonds doivent être dépensés aux États-Unis. Premier point. Deuxième point, c'est le Liban où la guerre continue alors que la guerre se devait s'arrêter sur tous les fronts. Et enfin, c'est le détroit d'Ormuz, parce qu'ils réalisent que s'ils n'ont pas la levée des sanctions immédiatement, s'ils n'ont pas de fonds dont ils peuvent disposer à leur guise, et si ça s'arrête pas au Liban alors qu'ils ont leur plus puissant proxy qui est sous le feu des Israéliens, même si ce feu-là effectivement a baissé d'intensité, eh bien il faut reprendre la négociation par la force. Oui, Richard. Oui, la difficulté, c'est que on présume que tout ça est chorégraphié. Sans doute, ça l'est effectivement pour infliger des dégâts limités et que c'est une négociation par la force. Sauf qu'il y a un personnage qui s'appelle Donald Trump. Et que Donald Trump, lui, la chorégraphie diplomatico-militaire, il en a quand même une conception tout à fait à lui. Et lui, il a envie de faire mal. Quand même aux Iraniens. Il a envie de faire mal et regardez, rappelons-nous, on en a parlé à l'instant, ces images, Kill Trump, les informations qui circulent sur le thème « ils veulent le tuer », au fond, Trump aujourd'hui est un animal énervé. C'est un animal énervé et il est tout à fait capable de lancer des frappes plus meurtrières qu'on ne le pense parce qu'il veut, regarder les mots qu'il emploie, c'est pas la première fois, mais pour désigner les Iraniens, il a quand même employé le mot de cancer. Qu'est-ce que vous faites quand vous voulez éradiquer un cancer? Vous faites des séances de chimio à haute dose. Eh bien, c'est peut-être ce qu'il est tenté de faire parce que toujours il a cette idée et on lui enlèvera pas de la tête et tous ses conseillers beaucoup plus calés que nous essayent de lui enlever, mais il n'y arrive pas. C'est que quand on frappe, on gagne. Il en est convaincu. Il y a une chose tout de même, c'est que on peut dire ce qu'on veut, mais ces frappounettes, comme on disait tout à l'heure, on ne s'y attendait pas à ce qu'ils reprennent ces frappes-là. Pas forcément. On était dans une espèce de négociation. Il disait que le cessez-le-feu continuait alors qu'il y avait des frappes sur Hormuz. Et pourtant, il y est allé. Si, on s'y attendait. Le cessez-le-feu était fragile et il suffisait de lire l'accord. Le premier point qui disait qu'il faut absolument que la guerre cesse sur tous les fronts, dont le front libanais, on savait bien que le front libanais ne s'arrêterait pas. Et quand vous lisez le paragraphe 5 qui concerne le détroit d'Ormuz, chaque mot dans ce paragraphe indique que les Américains se sont fait rouler dans la farine. Parce qu'il ne dit pas clairement
ouvrez le détroit une fois pour toutes, il reste accessible à tous, sans condition, sans paiement, ad vitam aeternam. C'est pas ce que dit le paragraphe 5. Il dit, avec les Iraniens devront sécuriser. Alors les Iraniens, comment ils ont compris ça? Ils ont compris que c'est eux qui devaient sécuriser, que personne d'autre devait laisser passer. C'est ça qu'ils ont compris. Non, mais les Iraniens. Les Américains ont riposté suite tout de même à l'attaque de 3 navires commerciaux. Exactement. Donc suite à des premières frappes iraniennes. Donc c'est pas une volonté américaine d'en découdre absolument, quand bien même ce protocole d'accord a été signé avec le doigt sur la gâchette. Ça c'est certain. Maintenant, il y a une chose importante qu'a évoqué Richard, c'est Trump qui serait traumatisé par Kill Trump. Il faut pas oublier qu'il y a 2 ans, il a échappé très peu à un attentat et que c'est quelque chose chez lui qui est extrêmement prégnant, la crainte de la mort et de l'attentat. Et ça doit lui revenir de manière avec une pression certaine au cours des dernières heures, sachant qu'il a peur pour sa sécurité, mais aussi pour la sécurité de sa propre famille. Je voulais rectifier une chose tout à l'heure, j'ai parlé de Mission Impossible, il s'agissait évidemment de Top Gun. Je vais me faire triper sur les réseaux sociaux. Maverick, parlé de Top Gun. On va rectifier. Bon, vous restez un cinéphile, Vincent Crouzet, il n'y a pas de problème. Je répète, Maverick, c'est le dernier, c'est le deuxième. Alors, l'Iran, vous l'avez dit, veut la peau de Trump. Il y avait ces banderoles dans la rue lors des funérailles de Ali Khamenei. Nous allons tuer Trump. On pouvait le voir sur un immeuble en Iran. Israël a partagé des renseignements avec les États-Unis concernant un complot iranien visant à assassiner le président américain. On va se rendre du côté de la Maison-Blanche pour vous retrouver, Sonia Dridi. Est-ce que la sécurité du président américain a été renforcée ces dernières heures ? Alors en tout cas, on sent que Donald Trump tente de fortifier encore un peu plus la Maison-Blanche, puisque on a appris il y a peu par CBS bien qu'il y avait des travaux actuellement pour renforcer la sécurité à la porte de la Maison-Blanche, à la porte de la résidence principale que vous pouvez voir derrière moi. Alors je ne sais pas si vous vous en rendez compte, en fait, derrière moi, vous voyez des colonnes, mais ce ne sont pas les colonnes, c'est une bâche sur laquelle sont imprimées les colonnes, parce que depuis quelques jours, il y a des travaux pour rénover, nous disait-on, ces colonnes. C'est en partie le cas, mais on sait désormais que ces travaux sont aussi là pour renforcer la sécurité de la porte principale. Ce matin, une source me parlait d'une porte par balle, donc cela reste à confirmer. En tout cas, il y a, c'est ce que disait Stephen Chung, l'un des porte-parole de la Maison-Blanche hier, il y a les ennemis de l'Amérique, disait-il, qui menacent le président Donald Trump, et donc le porte-parole disait qu'il y avait toutes des outils, la Maison-Blanche utilisait tous les outils nécessaires pour faire face à ces menaces. Donald Trump qui tout à l'heure au New York Post a confié que selon lui il n'y avait pas de nouveau plan de l'Iran pour tenter de l'assassiner, comme le révélait hier le Wall Street Journal citant les renseignements israéliens, mais il a déclaré qu'il y avait depuis des années des menaces, qu'il était la cible numéro 1 de l'Iran. Il a même dit qu'il avait donné des instructions au cas où quelque chose se passe. Il a assuré qu'il avait donné l'instruction de bombarder l'Iran à un niveau comme les Iraniens ne l'ont pas vu auparavant. Merci beaucoup, Sonia Dridi, en direct de la Maison-Blanche. Donald Trump, toujours avec ce ton martial qu'il a depuis désormais quelques mois, mais qui s'accentue après ces révélations comme quoi il serait visé par les Iraniens pour une tentative d'assassinat. Ce sont les Israéliens qui ont donné les informations au préalable. Est-ce qu'on peut croire à une forme de manipulation, Vincent Crouzet ? C'est possible. Il peut y avoir une désinformation de la part des Israéliens. Il peut y avoir de la désinformation de la part des Américains eux-mêmes, d'ailleurs, en la matière. Moi, je crois vraiment pas du tout à une menace étatique iranienne sur la personne de Donald Trump. Et Sonia le rappelait à l'instant, il a laissé apparemment un testament en cas de malheur qui rayerait de la carte certainement l'essentiel des dirigeants de la République islamique d'Iran. Maintenant, le président des États-Unis est l'homme le plus protégé de la planète, avec les 7000 hommes du Secret Service. Vous le savez très bien, Margot, vous étiez là le 25 avril, au moment le soir de l'attentat, du dîner des correspondants, au Washington Hilton. Il n'y a pas
Il n'existe pas de risque zéro en matière de protection rapprochée. On peut être sous une bulle sécuritaire la plus complète du monde. On n'est pas. Là, il y avait quelques failles à Washington. On a vu qu'il y avait quelques failles, comme il y a eu quelques failles à Butler d'ailleurs. Il y a toujours des failles de toute manière en matière de sécurité à partir du moment où une personnalité se déplace, prend l'avion, déambule, etc. On l'a vu notamment à l'occasion de la visite du président Macron à Damas. La semaine dernière. On n'est pas passé loin d'un drame. Il n'y a pas de protection zéro. Alors il bénéficie d'un homme de confiance qui est Sean Curran, qui est le chef du Secret Service, qui est l'homme qui, vous savez, qui a bondi sur lui à Butler justement et qui l'a transporté donc là dans The Beast. C'est l'homme dans lequel il a le plus confiance pour sa sécurité. Alors tout de même, les Iraniens planifient l'assassinat de Trump depuis un certain moment. En tous les cas, peut-être pas l'appareil étatique comme vous le disiez, Vincent Crouzet, mais des cellules dormantes qui s'occupent de cibler souvent des personnalités de l'administration américaine. Mais cette fois-ci, c'est le négociateur en chef des Iraniens pour un processus de paix, un accord cadre, vous l'appellerez comme vous le voudrez. C'est Ghalibaf qui, lui, dit que le sang du guide sera vengé. Écoutez. Le sang de notre guide Ali Khamenei sera vengé en libérant Jérusalem. Nous devons aussi protéger les terres du Liban. Mais la vengeance ne saurait être menée avec des slogans. Elle nécessite une réelle puissance, car notre ennemi ne comprend que la force et le feu. Il y a une réelle volonté de vengeance tout de même, Alexandre Melny. Il y a les rhétoriques déjà, les rhétoriques belliqueuses qui ne datent pas d'aujourd'hui d'ailleurs. Donc voilà. Et après, ce qu'il faut souligner à mon avis, qu'il faut toujours dans le monde dans lequel nous vivons, saturer l'espace médiatique, c'est-à-dire faire le buzz. Et quand on parle des assassinats, évidemment tous les médias, y compris le nôtre, commencent à évidemment braquer les projecteurs, en parler, etc. Donc et aujourd'hui, c'est une surenchère rhétorique. Moi, je ne crois pas du tout à la menace réelle, mais il faut savoir toujours que la situation peut toujours déraper, que ça peut provoquer aussi des réactions extrêmement radicales de la part de la population iranienne aussi. Donc c'est pour ça qu'on joue avec le feu finalement quand on parle des tentatives d'assassinat. Et comme il y a toujours des trous dans les raquettes, on a déjà souligné ça dans la protection des hautes personnalités. Donc il suffit d'une allumette donc que ce brasier peut justement s'allumer. Et c'est pour ça qu'il faut, à mon avis, séparer justement la rhétorique médiatique qui permet d'entretenir ce sujet à flot et aussi les menaces réelles. Je ne vois pas aujourd'hui l'intérêt pour les Iraniens de tuer Trump. Alors, cette information, elle vient des Israéliens, on le rappelle, mais ce qui m'interroge et qui m'interpelle tout de même, c'est que le Wall Street Journal révèle cette information et leur source, ce sont les renseignements israéliens, Shin Bet ou Mossad. Et vous disiez, Vincent, justement, que ce n'est pas du genre à revendiquer les choses. Et là, il parle d'un plan spécifique. Non, ils ne sont pas du genre à revendiquer les choses, mais ils sont du genre aussi à désinformer et à enfumer leurs alliés. Ça, c'est tout à fait possible. Maintenant, il y a une chose que nous n'avons pas encore évoquée, c'est que les Iraniens ne sont pas tous sur la même longueur d'onde. Ils sont pas tous sur la même ligne. Donc il est tout à fait possible qu'il y ait des gens beaucoup plus jusqu'au-boutistes au sein du régime iranien qui peuvent préconiser effectivement des attentats à travers les cellules Al-Quds, etc. On sait que même au sein des gardiens de la révolution islamique, il y a des divisions très importantes. Il y a des gens extrêmement radicalisés, experts en martyrologie qui veulent partir en martyrs, ce qui n'est pas le cas d'autres qui sont surtout des hommes d'affaires. Donc il est possible que justement dans ce cadre-là, il y ait des préparations d'attentats, mais qui ne seraient pas étatiques, qui serait le fait de certaines factions du régime. Raphaël Jérusalemi est en direct avec nous. Bonsoir Raphaël Jérusalemi. Bonsoir. Vous êtes ancien officier du renseignement militaire israélien. On parle depuis tout à l'heure de cette tentative d'assassinat autour de Donald Trump, un renseignement qui aurait été donné par les Israéliens aux Américains. Comment vous expliquez cette situation ? Alors, le renseignement qui a été fourni aux Américains est un renseignement d'ordre général, avec une intention claire et nette des gardiens de la Révolution, la force Al-Quds, commandée par le général Kahani des gardiens de la Révolution, de tenter d'assassiner Donald Trump. Une alerte donc générale, pas une alerte spécifique sur un attentat précis. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a deux sources. La première, ce sont les écoutes ou les informations captées au sein des gardiens de la Révolution
qui donne des consignes pour l'assassinat de Donald Trump, entre autres, de Benjamin Netanyahou, et il y a d'autres cibles. C'est le travail de Al-Quds au sein des Gardiens de la Révolution, mais aussi, et c'est là que les Iraniens peuvent perdre aussi le contrôle de ce qu'ils font ou ne font pas, ce sont les réseaux sociaux qui pullulent de messages plus ou moins cryptés vers des cibles manipulables sur le plan psychologique, une certaine jeunesse, des mercenaires tchétchènes, afghans, qui sais-je encore, qui pourraient donc agir en loup solitaire ou agir de leur propre chef sous l'impulsion qui est donnée par les réseaux sociaux et aussi sur les activateurs qui sévissent sur les réseaux sociaux et qui, eux, peuvent, en fin de compte, lancer un meurtrier vers Donald Trump sans que même les gardiens de la Révolution puissent en avoir le contrôle. Restez avec nous, Raphaël Jérusalemi, mais c'est vrai, Sophia Amara, on n'est pas à l'abri du loup solitaire, on n'est jamais à l'abri de ça. Même avec Daesh, c'était la possibilité. Tout à fait. Et le problème avec le loup solitaire, c'est que souvent, ils ne savent même pas pour le compte de qui ils travaillent. Alors maintenant, juste très brièvement, Ghalibaf, qu'on a vu, le négociateur, le chef, le négociateur en chef iranien, disait il faut venger le sang du guide, donc il faut, pour ainsi dire, buter Trump. Libérer Jérusalem, tout ça, c'est pour la consommation interne. C'est, pour parler très poliment, c'est du pipeau, n'est-ce pas? Et lui-même a considéré, étant un modéré, si tant est qu'on puisse parler de modéré, qu'il fallait absolument faire finaliser cet accord parce que l'Iran allait droit dans le mur du point de vue économique et social. Donc ça n'est pas lui ni ses semblables qui vont commanditer un assassinat de Trump. Par contre, c'est effectivement, il y a le camp des faucons parmi les faucons en Iran et on n'est pas à l'abri de cela. Et effectivement, je pense, comme dit Monsieur Jérusalemi, non pas qu'il y ait une tentative au niveau de cellules dormantes qui puissent entrer en action et tenter d'assassiner le président américain, mais oui, sur les réseaux sociaux. On l'a vu avec Daesh, on l'a vu avec ce professeur qui a été assassiné chez nous en France, le professeur Paty. Il semble que ça a été fait là aussi à travers Internet. Et donc, effectivement, oui. Mais il y a de fortes chances qu'une fois que quelqu'un de la sorte, de cet acabit rentre en action, qu'il soit immédiatement neutralisé et que son destin je ne donnerai pas cher de la manière dont il finira sa vie. Mais ça reste quand même un coup dur si tant est qu'une telle tentative se passait contre le président américain. Raphaël Jérusalemi, la sémantique tout de même m'interpelle. Les renseignements israéliens parlent d'un plan spécifique pour tuer le président américain. Ça veut dire quoi quand les renseignements israéliens disent ça ? Alors, il y a un plan spécifique par rapport au déplacement du président américain. Pour les Israéliens, les Iraniens auront la possibilité de frapper, ou même à l'eau solitaire, ça sera plutôt donc dans un déplacement. On voit avec quelle prudence aujourd'hui Donald Trump est déplacé d'un endroit à l'autre. Et il est aussi très friand des grands événements. Donald Trump aime bien s'afficher dans des événements de foule, de masse, et ça rend encore plus difficile le travail. Alors, sur le plan des méthodes, les méthodes existent, et là, le loup solitaire, aujourd'hui, a quand même un arsenal à sa disposition qu'il n'avait pas par le passé. À commencer, bien sûr, par les drones ou les mini-drones, qui sont quand même une arme assez redoutable, qui peuvent tomber facilement aux mains d'un loup solitaire. Sinon, il faut plutôt penser au macro, c'est-à-dire le camion bourré d'explosifs qui rentrerait, j'exagère un peu, dans la villa de Al-Lago en Floride de Trump, avec des tonnes d'explosifs, qui a infiltré l'entourage qui protège Donald Trump. C'est absolument impossible aujourd'hui. Les Secret Service américains ont véritablement passé au crible toute personne qui va être près de Donald Trump, qui va s'assurer de la protection de Donald Trump. Donc c'est plutôt difficile. Ça peut être en micro, c'est-à-dire un drone, ou en macro avec une grande charge explosive. La dernière possibilité dans les événements de masse, c'est de placer une charge ou un robot dans une baffle de sono ou dans un projecteur. Voilà, il y a encore d'autres possibilités que je ne mentionnerai pas parce que ça serait donner de mauvaises idées à ceux qui n'ont pas besoin d'en avoir.
spécialiste. Vincent Crouzet. Non, je suis tout à fait d'accord avec Raphaël Jérusalemi. Il y a 3 problèmes chez Trump en matière de sécurité. D'abord, il y a Mar-a-Lago qui est un véritable cauchemar pour le Secret Service. Mar-a-Lago s'est coincé entre 2 routes avec des propriétés adjacentes. Donc c'est énormément de points de contrôle à mettre en place. Deuxième chose, il y a le fait que le président joue au golf. On joue au golf sur un parcours de golf, c'est entre 70 et 100 hectares. Donc ça signifie sécuriser une centaine d'hectares, y compris le ciel. On peut pas installer des filets anti-drones sur l'ensemble d'un parcours de golf. Et puis la troisième chose, il y a un rendez-vous important en matière de sécurité, c'est la finale de la Coupe du Monde de foot le 16 juillet à laquelle participera Donald Trump. Donc là, effectivement, ce sera un rendez-vous sur le plan sécuritaire extrêmement important. Ce sera un défi pour le Secret Service. 19 juillet. 19 juillet. C'est Quentin Briand qui me l'a rappelé. Je suis pas la première fan de foot, donc c'est pas moi qui vous aurais donné la bonne date. Tout de même, il y a un autre aspect de sa sécurité qui a été remis en question. C'est ce fameux nouveau Air Force One offert par le Qatar, puisque apparemment il ne disposerait pas de tous les systèmes de défense présents sur l'ancien avion présidentiel. Quand vous voyez ces 2 images, donc c'était un Boeing 747-8 offert par le Qatar. Et le rouge. Voilà. Et ça, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ça ne tient pas la route ? D'abord, vous voyez une petite différence entre les deux. Le bleu, c'est l'ancien. Vous voyez sur la petite protubérance, ça veut dire qu'il est ravitaillable en vol, par exemple. Alors que celui qui est à droite, en livrée rouge, il ne l'est pas. Ce qui réduit quand même un certain nombre de possibilités. Mais le plus important, c'est qu'à l'intérieur l'intérieur n'est pas le même. C'est-à-dire que celui qui est en bleu est beaucoup plus. D'abord, c'est beaucoup plus sécurisé, qu'il y a la possibilité de communiquer de manière beaucoup plus, là aussi, sécurisée avec l'extérieur, etc. Donc il a été complètement aménagé pour accueillir le président des États-Unis, même en situation extrême et pendant très longtemps. Bon, c'est pas encore le cas de celui de droite du Qatar, où là, effectivement, vous avez l'Air Force et l'US Air Force et le Secret Service qui ont dit, attendez, bon, là, il n'est pas encore totalement sécure, quoi. Il y a encore du boulot à faire. Moi, ce qui me frappe, c'est dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'ils ont accepté que Donald Trump utilise en réalité cet appareil déjà alors qu'il n'est pas complètement sécurisé, quand on connaît le côté très pointilleux des services de secret du secret de service américain. Voilà, est-ce que c'est Trump qui a dit bon, je m'en fous, et puis voilà, c'est mon joujou et je l'utilise quand même, et qu'au bout d'un moment on l'a dit non, là c'est pas sérieux, monsieur le président, il faut peut-être là effectivement, regardez, il y a des rumeurs d'attentats, donc là il faut quand même faire quelque chose d'un peu plus sérieux, c'est possible, mais toujours est-il que le changement est certainement dû à des questions de sécurité, ça c'est sûr. Oui, mais il y a des pommeaux de douche multidirectionnels dorés à leur fin, donc ça remporte tout. Et des faux livres. Une phrase pour répondre exactement à votre question, c'est parce que Trump a demandé, a exigé, trouvant que son ancien Air Force One ne répondait pas au prestige qu'il méritait pour un déplacement international, et il a lourdement insisté pour partir sur l'avion offert par les Qataris, même s'il ne bénéficiait pas de toutes les... Oui, mais dans ce cas-là, pourquoi a-t-il accepté maintenant de changer ? Il faut imaginer aussi, il faut faire revenir l'autre avion, enfin tout ce que ça peut... Peut-être parce qu'ils ont reçu des menaces au moment où ils étaient sur place, ou des informations en tout cas. Mais en tout cas, le résultat est là, c'est que Trump aurait dit, pour mon déplacement international, mon déplacement pour aller au sommet de l'OTAN, à Ankara, je veux un avion qui soit digne de moi et qui fasse impression. Voilà. Bon, Raphaël Jérusalemi, ça vous a surpris que Trump accepte un avion du Qatar ? Non, pas du tout. Il est très friand de cadeaux luxueux. Pour la petite anecdote, cet avion du Qatar a été complètement démonté et remonté par les services de sécurité américains qui redoutaient la présence de micros et autres petits sensors qataris. Sans oublier évidemment ce que vous venez de mentionner sur le plan de la sécurité de l'avion lui-même, de sa possibilité d'avoir des radars et des défenses antimissiles, ce qui est le cas du vrai Air Force One. Ceci étant dit, je doute fort que quelqu'un réussisse véritablement à tirer sur Air Force One. Ça peut arriver peut-être au décollage ou à l'atterrissage dans certains aéroports, et encore, je pense que c'est quand même une cible un petit peu difficile à toucher, même pour les Iraniens. Oui, non, mais effectivement, juste...
Moi, j'ai fait la sécurité d'aéroport à Kigali parce qu'il y avait des menaces d'attentats, de tirs sur l'avion présidentiel, des menaces qui se sont avérées réelles puisqu'il y a eu effectivement un tir de missile au moment du décollage de l'avion du président Habyarimana et du président burundais. Donc c'était pas complètement idiot. Cette menace n'est pas complètement absurde. Mais voilà, Voilà, je sais plus ce que je voulais. C'est pas grave, si vous nous rejoignez et que allons tuer Donald Trump, c'est ce qu'on pouvait lire aujourd'hui dans les rues de Téhéran sur un immeuble affiché sur une bandeau iranien visant à assassiner Donald Trump. On le voit sur ces images. We will kill Trump. Je ne dis pas du tout qu'il est préparé, je n'ai évidemment pas d'informations, mais c'est celui où un jour un soldat américain d'origine iranienne a été tué par ses gardes du corps. Il y a aussi Sadat qui a été tué par des soldats lors d'une parade. Je crois qu'en Jordanie, un soldat américain s'était fait exploser sur une base d'un soldat américain musulman. Donc n'excluons pas cet aspect, c'est-à-dire que vous avez au sein des forces, je ne sais pas combien, je ne sais pas dans quelles unités ils se trouvent, mais à coup sûr, il y a des soldats américains d'origine iranienne, puisqu'il y a une diaspora iranienne aux États-Unis, et que certains d'entre eux aient été manipulés par le régime iranien, on ne peut pas l'exclure. Et rappelez-vous juste brièvement, rappelez-vous de cet agent à la solde de l'Iran, qui sévissait sur le territoire américain avant d'avoir été débusquée par Washington, et elle a été rendue au terme de négociations entre les États-Unis et l'Iran, mais elle travaillait bel et bien pour l'armée américaine, alors qu'en réalité, elle était à la solde du régime des Mollahs. Rappelez-vous de cette femme. Moi, j'imagine qu'il y a un criblage très dur concernant les gens des services de sécurité et les Marines, qui notamment entre la Maison-Blanche, etc. Donc un travail du contre-terrorisme et du contre-espionnage américain qui est extrêmement strict. Et Richard parlait de l'attentat contre Anwar el-Sadat. Maintenant, il y a un protocole dans quasiment tout le monde défile avec des armes qui sont désarmées, où il n'y a pas de munitions en fait qui sont engagées dans les différentes armes, tout simplement. Et il y a une vérification systématique par les chefs de section ou par les sous-officiers. À l'écran dans un instant, j'ai donné des instructions. Si jamais il arrive quoi que ce soit, il faut les bombarder à des niveaux qu'ils n'ont jamais vus. S'il mourait, ces ordres seraient ensevelis avec lui. C'est le président, le vice-président qui prendrait ça pour les États-Unis. Alors peut-être que il fera comme le demande Trump, mais il n'a pas d'ordre à laisser. C'est pas un père de famille qui laisse ses consignes à sa descendance. S'il disparaît, ses ordres disparaîtront avec lui. Il faut voir que cette séquence sert Donald Trump. Bien sûr. Attention, regardez d'abord le cerveau dans son ego. Regardez comme on veut me tuer, c'est que je suis vraiment important. Et puis ensuite, c'est montrer pour diaboliser les Iraniens. Regardez, ils sont vraiment méchants, etc. Donc j'ai raison de lancer cette guerre, j'ai raison de les frapper, etc., etc. Et ça peut justifier, s'il y a le début de quelque chose qui ressemble vraiment à des preuves d'organisation de l'attentat, éventuellement de reprendre des hostilités un peu plus fortes. Donc cette séquence, elle sert à sa popularité aussi. On sait très bien que là, les menaces contre les chefs d'État, ça attire plutôt de la sympathie. Oui. Et en obtenant cette fois l'accord du Congrès, justement. Oui. Ça peut lui résoudre justement un problème politique. Justement, Raphaël Jérusalemi, quand il dit « je dois donner des instructions », ça veut dire quoi ? Là, c'est de l'esbouf politique. Pour moi, c'est pas sérieux. Il a l'air de, par contre, prendre au sérieux la menace qui lui est adressée. Maintenant qu'il ait un testament politique ou non, ça c'est une autre histoire. Je voudrais juste préciser qu'il n'y a pas de sécurité à 100%. Ça n'existe pas. Et donc, Donald Trump n'est pas à l'abri d'un attentat qui pourrait mettre fin à ses jours. Pas plus que n'importe quel autre chef d'État ou autre cible. Chez les Américains, il y a un petit souci, c'est le travail interservice. Il y a, en dehors des services, des secret services, il y a d'autres services du FBI, de sécurité qui travaillent. Il y a parfois des problèmes de coordination entre les services. Et puis, lors des déplacements à l'étranger, là, c'est souvent un casse-tête. J'ai moi-même assisté à une dispute entre le Shin Bet et les Secret Service lors de la visite de Dick Cheney, qui était le secrétaire de la Défense américain.
et qui en Israël, visite en Israël, donc à l'étranger. Et là, ils n'étaient pas tout d'accord. Et j'ai donc assisté à une petite dispute en qui fait quoi, comment et où. Les Israéliens disant on est chez nous en Israël, les Américains disant oui mais c'est notre président. Et ce genre de manque de coordination entre les services, même aux États-Unis, hein, si vous avez la police locale, NYPD ou autre, ça peut parfois créer encore une autre maille dans le filet par laquelle peut se glisser le petit poisson solitaire qui va commettre l'attentat, car il n'y a pas de sécurité à 100%, il y a toujours une faille quelque part. La difficulté, c'est de la trouver, la difficulté, c'est de suivre souvent avec patience et pendant longtemps les protocoles, les différents protocoles de sécurité qui sont d'ailleurs changés très souvent, justement pour pas qu'on s'habitue à un protocole précis. Et ça demande quand même un grand professionnalisme. C'est pas un loup solitaire qui peut se permettre ce genre de suivi, de contrôle de comment fonctionne la sécurité du président américain. Merci Raphaël Jérusalemi. J'aimerais qu'on parle également de ces menaces de l'intérieur, puisqu'il a déjà été menacé. 8 personnes ont été inculpées de complot en vue d'un meurtre dans le cadre d'un projet d'attaque présumé contre la Maison-Blanche impliquant des membres de l'UFC. Écoutez le procureur de l'Ohio qui a statué là-dessus. Nous sommes ici aujourd'hui pour parler de l'inculpation de 8 hommes qui sont poursuivis dans le cadre de 2 conspirations liées à un complot de tuer des responsables du gouvernement fédéral et d'autres membres du public présents à l'événement UFC Freedom 250. Ces hommes ne se contentaient pas d'exprimer leurs griefs devant leur clavier. Au contraire, ils ont agi concrètement pour mettre à exécution un complot visant à attaquer l'événement et à assassiner des responsables fédéraux occupant les plus hautes fonctions au sein de notre gouvernement. Tout de même, le plan consistait à faire exploser des drones au-dessus de l'événement, puis ouvrir le feu au fusil de précision sur les spectateurs en fuite. Enfin, on est quand même dans un plan extrêmement bien ficelé. Et là, Margot, on parle de l'événement de l'UFC à la Maison-Blanche, oui, pour l'anniversaire de Donald Trump. Alors déjà, faire entrer des fusils de précision dans l'enceinte de la Maison-Blanche ou même à proximité de la Maison-Blanche, vous-même qui connaissez bien le site, il y a des tireurs de précision sur les toits tout autour de la Maison-Blanche, surtout à l'occasion de ce type d'événement. Donc ça paraît un petit peu abracadabrantesque. Je n'y crois. C'était le cas à Butler. Hein. Ouais, pardon. C'était le cas à Butler. Ouais, alors c'était le cas à Butler, mais à Butler c'était un tireur de précision et ce n'était pas le président des États-Unis, c'était le. Oui, mais il était quand même protégé par le secret de service et le tireur en question s'était infiltré justement dans les failles. Des problèmes de coordination. La faille de sécurité, c'est qu'il y avait un périmètre de sécurité qui était observé par le Secret Service à 150 mètres et au-delà, c'était de la compétence locale du shérif, du comté. En tout cas, ça intervient à un moment extrêmement compliqué pour la communauté américaine du renseignement, puisqu'elle est dirigée par intérim par un certain Bill Pulte, qui est un promoteur immobilier et un homme d'affaires qui n'a absolument aucune compétence en matière de renseignement et qui doit coordonner le travail des 18 agences du renseignement américain. Donc il y a vraiment une très grande fragilité déjà à la tête du renseignement américain. Mais quand on parle de cette grande fragilité dans les services de renseignement, etc., des menaces d'attentats qui pèsent toujours comme l'épée de Damoclès sur Donald Trump, il ne faut pas s'étonner finalement, parce que c'est l'effet de boomerang. C'est lui et là, qui avait... c'est quand même, il y a une multiplication de tentatives d'assassinat pendant ce mandat-là. Hein. Bien sûr, mais c'est lui qui avait clivé la société américaine, c'est lui qui avait antagonisé la société américaine. Il y a évidemment un adversaire extrêmement farouche aux États-Unis. Donc, c'est-à-dire, c'est justement le retour de flamme d'une certaine façon. C'est lui qui avait provoqué ce système, étant donné quand même que dans l'histoire des États-Unis, qui est assez violente par rapport à l'histoire en Europe, il y a eu déjà des cas que nous avons déjà soulignés ici, des attentats de présidents. C'est toujours la menace qui plane sur les présidents, quelle que soit leur ligne politique. Mais dans le cas concret de Donald Trump, cette menace, à mon avis, est multipliée par son comportement et par ses zigzags et aussi par son langage qui est extrêmement belliqueux et parfois même, je dirais, ordurier et nauséabond. Oui. L'autre élément qu'il faut bien avoir en tête, c'est que Donald Trump, ça a été dit par Vincent, est à la tête d'une administration qui est complètement désorganisée. Il a autour de lui un cercle de fidèles, y compris bien sûr ses ministres, des ministres qui lui doivent tout, mais les administrations elles-mêmes sont fracturées entre les anti-Trump et les pro-Trump et beaucoup d'anti-Trump quand même au sein des administrations fédérales. Donc de ce fait,
Quand vous avez des gens c'est toujours la même histoire, qui sont frustrés, qui ont été parfois renvoyés, n'oublions pas le nombre de personnes, d'agents fédéraux qui ont été renvoyés, qui ont accès à des plans, parce qu'à un moment donné de leur carrière, ils ont eu accès à des plans possiblement de sécurité, et bien tout simplement, vous avez une opportunité qui s'ouvre à des services de renseignement étrangers pour les exploiter. Mais encore faut-il être capable de le faire, et ensuite, une fois que vous avez les renseignements, mettre en œuvre l'attentat effectif ou la tentative d'attentat. Direction l'Ukraine, puisque la bataille navale bat son plein, la campagne ukrainienne visant à isoler la Crimée occupée est entrée dans une nouvelle phase. L'Ukraine essaie de rendre la Crimée de plus en plus difficile à ravitailler, notamment en carburant. Écoutez. Aujourd'hui, nos forces de défense ont obtenu de nouveaux résultats grâce à nos opérations à longue portée contre la Russie. La crise du carburant s'aggrave en Russie, ce qui constitue une réponse tout à fait justifiée au refus de Poutine de mettre fin à cette guerre. Alors avant, l'Ukraine frappait les routes, les ponts, les voies ferrées en Crimée. Là, on va le voir sur ces images de drones navals, notamment, qui s'attaquent directement à des navires transportant du carburant pour la Russie, Alexandre Melny. Ça fait partie d'une stratégie, si vous voulez, de nouvelle stratégie d'une certaine façon des Ukrainiens. C'est-à-dire cette stratégie d'abord frapper en profondeur les raffineries, qui se trouvent par exemple à 2500 km de territoire ukrainien, à Omsk, par exemple, là, le dernier exemple en date. Et le dernier volet de cette stratégie, c'est isoler, asphyxier la Crimée, et donc frapper là où ça fait vraiment mal, c'est-à-dire les raffineries et le pétrole. Parce qu'il faut toujours rappeler que 40% des recettes budgétaires du Kremlin, de la Russie, viennent du pétrole et du gaz. Donc, et ce qui se passe actuellement, une fois de plus, c'est la problématique de la Crimée qui revient en force. Parce que pour moi, c'était évident que la guerre qui avait commencé en Crimée en 2014 devrait vraiment se terminer à un moment donné. Ce qu'avait dit Volodymyr Zelensky, quand il dit que la guerre se terminera quand le drapeau ukrainien flottera à nouveau à Sébastopol. Et comme si les Ukrainiens aujourd'hui ont vraiment de la suite dans les idées, aujourd'hui ils frappent les raffineries pour assécher l'économie russe et faire sentir les conséquences de la guerre à la population russe, qu'il ne s'agit plus d'une opération militaire spéciale qui est extrêmement lointaine, mais quelque chose qui frappe à la porte de tous les foyers. Et en plus, vous savez que la voiture, c'est toujours la bagnole, c'est toujours quelque chose de très important, surtout dans les pays qui sortent du communisme où il n'y avait pas beaucoup de voitures. Et alors, les premières classes moyennes, supérieures, émergentes, considéraient toujours la possession d'une voiture comme statut social. Et aujourd'hui, quand on voit ces files d'attente qui s'accumulent aujourd'hui pour acheter ces 20 litres de carburant, et en plus, avec l'application Max, c'est-à-dire qui remplace aujourd'hui WhatsApp, eh bien, évidemment, c'est une situation qui amène justement les Russes vraiment à s'interroger sur la situation dans laquelle Poutine les a amenés. Parce qu'il les a privés d'Internet, il n'y a pas d'Internet, il les a privés de football, d'ailleurs on a déjà parlé de football, et je suis tout à fait prêt à parler parce que je suis passionné de football, et donc, et là, finalement, il les prive de carburant, et des vacances, de possibilités de se déplacer. Dans quel monde ils vivent? Finalement, cette interrogation des Russes sur la situation de leur pays, normalement, doit à un moment donné avoir lieu. J'aimerais qu'on revienne sur cette stratégie, colonel Goya. Qu'est-ce qu'on voit sur ces images? Elles vont réapparaître dans un instant. Ces drones navals qui s'attaquent à des bateaux de ravitaillement. Oui, c'est ça. Alors concrètement, oui, il y a deux campagnes de frappe simultanées qui se nourrissent mutuellement. Une sur toute la profondeur de la Russie et une autre qui est beaucoup ciblée sur les territoires occupés et particulièrement à la Crimée, qu'il s'agit d'étouffer. Et les deux s'attaquent plus particulièrement, évidemment, à tous les réseaux pétroliers dans tous les domaines. C'est-à-dire que là, spécifiquement dans la mer Noire et la mer d'Azov, on s'attaque non seulement à tous les navires, mais on s'attaque aussi au site de stockage à Kerch, on s'attaque
au port de Tuapse, qui est un port de ravitaillement, et puis on s'attaque à tous les navires de la flotte dans la région, qui soient des navires de la flotte fantôme. On les attaque de toutes les manières possibles. C'est-à-dire que vous avez, à ce moment-là, globalement, c'est ce qu'on appelle la 414e brigade qui s'occupe de ça, les oiseaux de Madiar, qui gère cette campagne spécifique avec des moyens à la fois aériens. Il y a eu que 7 navires de ce type qui ont été attaqués par des drones aériens il y a quelques jours, ou par des drones navals. Mais ça veut dire que c'est piloté à très grande distance depuis les bases ukrainiennes. Mais les drones navals ont cette particularité qu'ils sont beaucoup plus puissants. Ils peuvent porter beaucoup plus de charges explosives et en plus ils tapent sur la ligne de flottaison d'un navire, donc ça fait infiniment plus de dégâts qu'un drone aérien qui va taper avec moins de charge et sur la côte. Mais est-ce que la Crimée peut être durablement isolée ? Elle l'est. Elle l'est déjà. Bien sûr, elle l'est déjà. Et il a promis de la transformer, l'Ukraine, Volodymyr Zelensky a promis de la transformer en île. La Crimée. La Crimée. La Crimée oui. Et il y a un site, un compte Telegram qui s'appelle Vent de Crimée, où des citoyens racontent leur malheur. C'est-à-dire, on n'a pas d'électricité, vous le disiez à l'instant, on n'a pas d'électricité, on est dans le noir, on n'a pas de carburant. Et donc ça, déjà, pour la population, c'est très traumatisant. Mais ensuite, c'est-à-dire d'en faire une île, c'est-à-dire qu'elle soit isolée de la Russie, justement par ces frappes, en frappant le carburant, en frappant les navires qui peuvent approvisionner en carburant, qui manquent en Russie aussi. Un tiers de la population en est privée. Et donc, tout ça commence à faire lourd pour Vladimir Poutine. On va rappeler le score. Le score de l'armée ukrainienne, c'est 36 navires frappés en 4 jours. Donc 21 en 72 heures, entre le 6 et le 8 juillet, plus 14 dans la nuit du 9 juillet, ce qui est considérable. Et là, on a confirmation qu'on peut gagner désormais une guerre navale sans avoir le moindre navire de surface, ni même avoir des sous-marins d'attaque, ce qui est tout de même une véritable révolution pour le combat naval. Justement, en sein même de la Russie, la Crimée, qui est quand même la station balnéaire pour les Russes, ça devient insupportable. Même Soloviev, le propagandiste en chef, commence à s'en agacer. Écoutez-le. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels je dois réfléchir. Par où commencer ? Laissez-moi vous faire part de mes réflexions sur ce que j'ai vu et ce que je ressens et sur ce qui se passe. Je ne prétends pas tout savoir, ni être objectif. Je suis quelqu'un de subjectif. Je dis ce que je vois, ce qui me traverse l'esprit. Ce qui se passe actuellement en Crimée, ce que l'ennemi tente de faire, c'est de forcer tout le pays à reconnaître que nous devons tout mettre en œuvre pour défendre la Crimée et aider ses habitants. Les prix qu'ils paient pour l'essence en Crimée, c'est inimaginable. Que comptons-nous faire ? Quand on entend ça, tout de même, de la part de Soloviev, et je me rappelle, puisque je m'étais rendue en Crimée en 2023, et sur le pont de Kerch, on avait eu des missiles. Et donc, il y avait des centaines de touristes qui étaient bloqués. On est resté bloqués 3 heures sur ce pont de Kerch. Et après, quand j'étais rentrée à l'intérieur, il y avait des centaines de Russes de Sibérie, etc., qui s'étaient exilés pour venir vivre en Crimée comme l'endroit sécure. Margot, il ne faut jamais oublier que la Crimée, c'est un peu le focus subliminal du rêve russe. Donc, depuis toujours, la Russie voulait avoir accès aux mers chaudes. Donc, et après, avec l'annexion par Catherine II de la Crimée, c'était presque le rêve. Je répète encore une fois ce mot, le rêve, parce qu'il y a une charge extrêmement forte, symbolique, émotionnelle de la Crimée. Et pendant les vacances d'été, je me souviens très bien, j'allais toujours, comme tous les soviétiques, passer mes vacances d'été avec mes parents ou en Crimée. Et c'est comme un autre monde qui commençait. Quand tu traversais justement la ville Mélitopol, il y avait des fruits, par exemple, qu'il n'y avait pas. Il n'y avait pas beaucoup de fruits dans les territoires
donc de l'Union soviétique à l'époque. Il y avait aussi le soleil qui était extrêmement fort. Il y avait une autre ambiance. Il y avait des palmiers, il y avait des cyprès. Donc, c'est-à-dire, c'est justement, quand on parle de la Crimée, ça parle. Ça fait vibrer, si vous voulez, la fibre émotionnelle des Russes. Et d'où vient la réaction de ce propagandiste du Kremlin, d'ailleurs, qui voulait transformer en cendre nucléaire l'Europe, etc. Mais, par exemple, Donbass, il était moins le cas sur Donbass, parce que ça paraît un peu plus lointain, quelque chose qui ne concerne pas tout le monde. Mais dès qu'on parle de la Crimée, les Russes écoutent toujours, parce qu'ils sont privés non seulement de la Riviera, ils sont privés du rêve. Oui. C'était beau la vie de diplomate soviétique. Hein. Oui, je trouve que c'est très émouvant ce que vous dites, et évidemment, là vous imaginez Vladimir Poutine qui se voulait le garant de ce rêve impérial russe, il se retrouve maintenant comptable de l'évacuation des Russes qui ne peuvent plus vivre en Crimée parce que les conditions de vie deviennent trop difficiles. Donc on a vraiment une situation absolument renversée, et si jamais il devait perdre militairement à un moment donné la Crimée, ce serait une énorme défaite. Mais d'ailleurs, l'hypocrisie atteignait son paroxysme. Je me rappelle, j'étais allée dans un restaurant ukrainien en Crimée, occupée. C'est-à-dire juste tous les plats ukrainiens, mais pas des Ukrainiens à l'intérieur. Et ça me paraissait fou. Je me suis dit, bon, tout de même, il y a essayer même avec les Tatars de garder un semblant de culture pour garder ce rêve, mais tout en éloignant en fait la réalité de ce qui est devenu la Crimée occupée, Alexandre Malny. C'est la russification tous azimuts, donc c'est la stratégie de Staline aussi, le déplacement de population, déportation, et après inculquer cette culture qui n'était propre initialement donc aux habitants de la Crimée, et finalement dire toujours que la Crimée c'est la Russie, mais c'est à peu près la même chose que la France dirait par exemple que le Québec c'est la France, ou les Allemands à un moment donné pourraient dire l'Alsace c'est peut-être aussi un tout petit peu germanique et allemand. Donc c'est-à-dire c'est une aberration. Ça leur est arrivé dans l'histoire. C'est une aberration. Oui, c'est arrivé. Attention à dire ça aux Alsaciens. Non, mais j'aime beaucoup les Alsaciens, j'étais là-bas, et voilà. Donc c'est une aberration historique qui remplace finalement les impératifs de la loi. Et là on retrouve une autre caractéristique de la mentalité russe, le nihilisme juridique. Ce pays n'a jamais connu la loi. Et donc, parce que la Russie n'a jamais été une partie de l'Empire romain, la matrice originelle du droit. Et bien, pour les Russes, justement, c'est émotion, si vous voulez, c'est la morale, en quelque sorte, qui remplace la loi. C'est-à-dire, ils peuvent dire que la Crimée, c'est la Russie, en faisant complètement fi, justement, de la loi qui existe. Et de façon plus générale, c'est exactement ce que Poutine a entrepris quand il a d'abord organisé ces référendums soi-disant fallacieux donc à Crimée, et après quand il a dit que l'Ukraine c'est la Russie, alors qu'il faut toujours rappeler les fondamentaux, que l'Ukraine a une identité culturelle beaucoup plus ancienne que la Russie. Voilà, alors que ça n'a jamais été justement compris ni expliqué ni dans la propagande russe ni dans les manuels d'histoire soviétique. Alexandre, est-ce qu'on peut imaginer un retrait, un repli progressif des forces russes si tout est perdu en Crimée? C'est-à-dire que, notamment les Ukrainiens estiment qu'il faut conserver, épargner le pont de Kerch, justement pour permettre aux forces russes de se replier à un moment donné. Est-ce que ça peut arriver dans les prochaines semaines? Ou aux populations Ça peut arriver. C'est pour ça que les Ukrainiens aujourd'hui visent de façon radicale, de façon d'ailleurs les voies maritimes et les voies terrestres, la Crimée, parce que justement cette bascule de la guerre pourrait venir de la situation de la défaite humiliante infligée à la Russie de Poutine par les Ukrainiens en Crimée. Les Russes ont évacué la poche de Kherson, quand même, juste après avoir déclaré que cette province était russe éternellement, toujours, que la ville de Kherson serait russe à jamais éternellement. Et d'ailleurs, le pont de Kerch aujourd'hui est en piteux état, c'est-à-dire, par exemple, par le pont de Kerch, les camions... les poids lourds, déjà, en 2023, les poids lourds étaient devenus interdits. Mais à quoi ça sert le pont de Kerch aujourd'hui? Justement, à ces estivants, à ces vacanciers russes
alors qu'ils se sont retrouvés un peu piégés là-bas, qui se retirent en Sibérie, dans l'Oural. Oui, ou même que la population implantée. Voilà, alors que la population, tout à fait. Donc, et les Ukrainiens aussi, les pauvres, vous avez cité cet exemple de restaurant ukrainien qui était complètement russifié. Eh bien, mais je voudrais bien rappeler aussi les propos extrêmement forts du chef de l'administration présidentielle de l'Ukraine, Kirill Budanov, qui a dit justement que la Crimée, on la cédera jamais. Et donc, à un moment donné, nous, on avait enterré la problématique de la Crimée. On a fermé les yeux en 2014. On a dit, ah oui, j'ai rencontré d'ailleurs des dirigeants français qui disaient, Alexandre, mais la Crimée, c'est la Russie. Donc, c'est-à-dire, c'était une sorte d'aveuglement, une myopie géopolitique incroyable. Ce que les Ukrainiens, eux, surtout la nouvelle génération, comme Budanov, comme Fedorov, ministre de la Défense, qui a 34 ans, finalement, pour lui, l'Union soviétique, ce sont des dinosaures qui sont des cavernes. C'est un enfant de Léa, quoi. Donc, évidemment, la Crimée, c'est l'Ukraine. Et la Crimée, c'est l'Ukraine, c'est le triomphe, enfin, c'est la restauration de la loi. Et nous, Margot, on a besoin de restaurer la loi dans notre monde qui est devenu complètement fou, où les prédateurs, justement, et les ingénieurs du chaos, qui règlent leurs comptes et qui imposent leur tempo. On va regarder ces images tout de même surprenantes de ces files d'attente en Russie. Ces personnes qui font voilà, vous voyez toutes ces voitures sur le côté qui attendent justement pour essayer de récupérer du carburant. Est-ce que réellement toutes ces frappes peuvent en fait, au fur et à mesure, quand on voit toutes ces raffineries frappées, avoir de très lourdes conséquences sur l'Ukraine, Richard? Dans un pays qui est en plus, la Russie, un grand producteur de pétrole. Oui. Ne l'oublions jamais. Donc ça, les Russes le savent. Bien sûr que ça peut avoir des conséquences parce que plus les frappes ukrainiennes sont précises et sont nombreuses en profondeur, et là, le sommet de l'OTAN a permis à Volodymyr Zelensky de repartir avec un feu vert de Donald Trump pour ses frappes, plus la Russie se trouve en difficulté, parce qu'une raffinerie, ça ne se réinstalle pas comme ça. Bien sûr que ça peut se réparer et se reconstruire, mais pas comme ça, en quelques semaines. Donc il y a un véritable enjeu, et encore une fois, l'une des victoires de Zelensky à ce sommet de l'OTAN, c'est que désormais, les États-Unis sont d'accord pour les frappes en profondeur. Rappelons juste que la précédente administration Biden y était opposée, et que Donald Trump, pendant longtemps, y était lui-même opposé. Regardez tout de même, je me permets de vous couper, Richard, parce que vous parliez des raffineries qui ont été frappées. Regardez, ça c'est en une semaine. Voilà. En une semaine, voilà tout ce qui a été frappé par les Ukrainiens en termes de raffineries. Oui, tout à fait. 40% des raffineries russes sont inopérationnelles aujourd'hui grâce aux frappes ukrainiennes, ce qui prive un tiers de la population russe, grand pays producteur de pétrole, de carburant. C'est absolument énorme. Cela se rajoute au problème de la Crimée pour Vladimir Poutine, dont on a dit qu'il voulait la transformer en île. Et c'est un tel problème qu'aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, mais on le ramène, même si c'est un personnage, c'est un propagandiste, Soloviev, qui disait, on parle de la menace russe, est-ce qu'ils vont faire un essai nucléaire, est-ce qu'ils vont s'en prendre aux pays baltes, frapper éventuellement la Pologne? Soloviev parlait simplement de frapper les raffineries en Europe, en représailles aux frappes ukrainiennes contre les raffineries russes, parce qu'ils estiment que c'est l'Occident et l'Europe qui soutiennent Zelensky, lui permettent de s'en prendre aux raffineries russes. Et justement, ce qui est surprenant aussi dans cette nouvelle étape de cette guerre, c'est que les Russes eux-mêmes osent parler. Quand j'étais en reportage là-bas, c'était extrêmement compliqué d'avoir la moindre personne qui se plaignait du Kremlin. Il y avait les femmes encore qui réclamaient le retour de leurs hommes ou de leurs enfants. Mais là, on parle ouvertement de ces pénuries de carburant. Écoutez. C'est la 3e fois que le prix augmente ce dernier mois. Mais où diable va-t-on? Et ces embouteillages, je ne comprends vraiment pas. Pour être honnête, ça fait 2 heures qu'on tourne en voiture aujourd'hui à la recherche d'une station-service. Mais nulle part on ne voyait quelqu'un faire le plein. C'est par des amis qu'on a appris que c'est la seule station où l'on peut réellement acheter de l'essence. Vincent. Oui, combien 7 millions pour le 3e producteur mondial de pétrole. Voilà. Et pour la première fois de son histoire, la Russie importe de l'essence, y compris. Le sien.
qui est raffiné en Inde et qui rachète en Inde le pétrole qu'elle avait vendu. Pas simplement, ils achètent de l'essence partout. Ils achètent de l'essence partout, ils peuvent en acheter. En Chine, au Kazakhstan, en Biélorussie, mais aussi en Europe occidentale. Vous savez, il y a des tankers qui partent à l'heure actuelle de certaines raffineries grecques ou italiennes et qui vont transborder notamment au Maroc ou bien même à Gibraltar pour repartir sur la Russie. Donc que la Russie, vous vous souvenez de John McCain, ce candidat malheureux à l'élection présidentielle américaine, qui est dans une voiture qui est dans une queue comme ça, que l'on voit, qui attend pendant des heures, et puis au moment le mari est excédé, dit j'en peux plus, je vais tuer Poutine. Il sort de la voiture à l'arrêt, et puis il part en marchant pour aller tuer Poutine au Kremlin, et puis il revient quelques temps plus tard, et il dit qu'est-ce qui s'est passé? Mais en fait la queue pour tuer Poutine est encore plus grande que celle pour récupérer de l'essence. Non mais tout de même, parce que il y a un général russe qui a reconnu dans la presse russe, et c'est ça qui est intéressant, que la Russie a du mal à empêcher certaines attaques de drones ukrainiens à moyenne portée. Oui, c'est autre chose, une moyenne portée, mais à longue et à moyenne portée. Moyenne portée, c'est un peu lourd. Alors, pour rentrer dans un domaine un peu technique, la moyenne portée, c'est les frappes jusqu'à 300 km. C'est les frappes sur la ligne de front, des drones, jusqu'à une trentaine de kilomètres, on va dire. Et puis, il y a les frappes jusqu'à 300 km. Et puis, il y a les frappes à très longue portée. C'est, en termes soviétiques, on appelle ça les frappes stratégiques, sur l'ensemble du territoire. C'est pas tout à fait les mêmes moyens, mais les Ukrainiens, maintenant, sont capables de frapper avec des moyens made in Ukraine, en collaboration quand même avec un certain nombre d'entreprises. Les frappes les plus lointaines qui sont menées, notamment à Omsk, très probablement maintenant sont menées avec des missiles Flamingo, qui sont de vrais missiles, c'est plus des drones, ce sont des missiles de croisière qui portent 1 tonne d'explosifs, donc ça c'est colossal, qui peuvent taper à 3000 km et qui ont de l'électronique de bord française. Au passage, avec coopération avec Thales. Et ça fait des ravages. Et le problème qui se pose, c'est qu'effectivement, on voit pas du côté russe, on voit pas de solution en réalité. On voit pas de parade. C'est pas un truc qui les Ukrainiens continuent à fabriquer des drones, des FP1, des drones à longue portée, des Flamingo de plus en plus tous les jours. Et du côté russe, on se pose des questions. Mais comment on arrête ça en fait? La distance entre la frontière ukrainienne et Omsk, c'est 3200 km, je crois. Non, 2600. 2600. Donc ça portait un Flamingo. J'avais juste une question très rapide au colonel Goya, si vous permettez. Évidemment, la situation au niveau du carburant, c'est une catastrophe, à tel point que les forces russes sont obligées d'intervenir sur certaines stations-service pour empêcher les bagarres, les disputes. Les Cosaques intérieurs. Oui. Alors d'un point de vue purement militaire, les militaires ont quand même toujours la priorité, c'est-à-dire que c'est ce qui réduit encore le carburant pour la population. Bien sûr, mais ma question, excusez-moi, colonel, c'est juste la suivante. On parle des raffineries. Oui. 40% des raffineries russes ont été frappées par les Ukrainiens. Il y a un tiers de la production qui est... Oui, voilà. Mais est-ce que ce sont des frappes qui, en 3 semaines, peuvent être réparées? Ou alors, est-ce que c'est vraiment des destructions qui demandent des années pour les remettre sur pied? Non, ça dépend. Alors d'abord, ça fait au moins 1 an que les Ukrainiens qu'on frappe sur les raffineries, ce qui au passage d'ailleurs rend fou. On m'a dit mais attendez, côté russe, ça fait 1 an qu'on vous tape dessus et vous n'avez pas trouvé de solution, quoi. Vous n'avez pas développé. Vous savez que les Ukrainiens sont en train de développer pour protéger leurs infrastructures énergétiques. Là, ça c'est quelque chose qui me frappe toujours, effectivement, du côté russe, de voir venir le problème et puis de ne pas trouver forcément de solution. Alors ce qui se passe spécifiquement pour l'armée, c'est que eux ils sont ravitaillés notamment sur la ligne de front, mais là c'est là qu'intervient l'autre campagne à moyenne portée où les Ukrainiens tapent maintenant sur les camions citernes, sur les trucs spécifiquement militaires aussi, ce qui pose d'autres problèmes. En gros, on estime que, et pour l'instant ils ont réduit d'1 tiers la production, ce qui est énorme en réalité, il n'y a pas un pays qui peut fonctionner normalement si d'un seul coup on lui coupe 1 tiers de sa production d'essence, quoi. Est-ce que les raffineries sont endommagées durablement? Elles sont durablement endommagées. Ce qu'on voit au début, ça dépend souvent de la puissance évidemment explosive qu'on balance dessus. Et quand on balançait des Flamingos d'1 tonne dessus, et ça fait des dégâts considérables. Les dépôts. Et les dépôts, les images explosent, bien sûr. Non, mais ce qui a changé, c'est qu'avant il frappait un dépôt, 1 ou 2 cuves, et maintenant il frappe l'intégralité du site. Ça change énormément. Tout de même, ça touche Vladimir Poutine dans son ego, puisque selon l'enquête de Reuters, qui a été très
finement mené. Je l'ai lu en entier. C'est extrêmement sourcé. Vladimir Poutine n'envisagerait pas de négocier la paix avec l'Ukraine dans l'immédiat. Au contraire, plusieurs sources proches du Kremlin estiment qu'il pourrait intensifier la guerre dans les prochains mois. Écoutez ce que dit Dmitri Peskov. Plus le régime ukrainien frappe nos infrastructures, plus la zone de sécurité que nous serons contraints de créer sera étendue. Une nouvelle escalade pourrait bien prolonger l'opération militaire spéciale. La question, c'est est-ce que la Russie a les moyens d'intensifier la guerre ? C'est la fuite en avant d'un animal cornérisé. C'est ça, donc qui se sent quand même aux abois, Poutine. Donc il n'a pas de solution, d'autre solution que continuer et aggraver les situations. Parce que comme le serial killer ne peut jamais s'arrêter. Donc à un moment donné, il comprend qu'il a déjà compris. Mais il faudra quoi ? Une nouvelle mobilisation dans ce cas-là ? Évidemment, parce qu'on a beaucoup parlé de profondeur stratégique de la Russie, qui n'est pas aussi d'ailleurs profonde stratégiquement, parce qu'aujourd'hui la Russie commence à manquer de bras. Donc les gens ne veulent pas se faire tuer sur le front. Donc même les salaires qui sont quand même assez importants qui sont proposés ne font plus et qui parfois ne sont pas lesquels ne sont parfois pas versés, qui ne sont pas encore payés. Voilà. Donc le discours par exemple des mères de soldats qui avaient remercié Poutine d'avoir tué leurs enfants, ça appartient déjà au passé. Donc il y a quand même un point de saturation aujourd'hui à Russie. Je ne dirais pas un point de bascule, mais on s'achemine quand même vers quelque chose quand les gens comprennent que ça peut pas durer comme ça. Il y a une situation complètement aberrante qui a été créée, le bourbier dans lequel Poutine avait engagé son propre pays, parce que les gens commencent à sentir. Évidemment, les Russes sont très résilients, ils ont l'habitude de souffrir, etc. Mais il y a des limites à tout. Il y a des limites à tout, surtout dans notre monde, ce que j'appelle le monde du clic. C'est-à-dire, même si les réseaux sociaux aujourd'hui sont interdits formellement, il y a des Russes qui continuent à utiliser les réseaux sociaux. Je vais vous donner mon exemple personnel. Mon papa, comme vous le savez, vit toujours à Moscou. Normalement, WhatsApp est interdit, mais avec son aide sociale, je communique sur WhatsApp, par exemple. Donc, on ne peut pas, vous savez, on ne peut pas aujourd'hui interdire complètement, vous savez, donc le flux des informations qui circulent, c'est complètement illusoire. Donc aujourd'hui, les Russes qui sont touchés justement à quelque chose de très important pour eux, c'est-à-dire leur vie quotidienne. Il ne s'agit plus d'une chimère de la fierté nationale, etc. Il s'agit des choses au quotidien. Et donc les Russes qui ont quand même pris l'habitude depuis la chute du communisme de vivre plutôt normalement, c'est-à-dire voyager, communiquer sur Facebook, sur les réseaux sociaux, etc. Ils sont privés aujourd'hui de l'essentiel. Je voulais poser une nouvelle question à Alexandre. Est-ce qu'on commence à voir des mutilés dans les rues Mutineries ? Des mutilés, des soldats amputés, parce que ça a un effet psychologique, un impact très fort généralement sur les populations. J'ai pas vu les images, mais je suis certain aujourd'hui que les réseaux sociaux... Moi j'en avais déjà vu en 2023 dans les rues de Moscou, qui étaient en permission. Donc, tout à fait. C'est ça qui peut changer aussi la donne, Vincent. C'est ça, c'est-à-dire parce qu'il y a quand même cette sensibilité russe, ce qu'on appelle parfois faussement l'âme russe, c'est-à-dire qui peut être extrêmement sensible aux souffrances humaines, y compris à ce que vous dites. Donc c'est pour ça que je crois que les réseaux sociaux, il faut toujours garder et souligner l'importance des réseaux sociaux. Donc on ne peut plus arrêter aujourd'hui dans notre monde. C'est aussi illusoire que par exemple, comme vidanger une mère à une petite cuillère à soupe, etc. Donc non, c'est pas possible. Les Russes, ce sont des gens qui veulent vivre. Oui. Et Poutine leur prive de vie, prive d'avenir, de voyage, de communication. On parlait des témoignages, mais il y a aussi ces fameux blogueurs qui étaient ceux qui donnaient des informations sur le terrain de manière constante. D'ailleurs, c'était nos premières informations côté russe au début de cette guerre. Et puis, désormais, vous entendez une petite musique qui monte, qui dit « Mais en fait, qui pilote l'avion ?» Écoutez. Tout le monde en a marre des mensonges sur Kupiansk, les mensonges sur Konstantinivka. Arrêtez de mentir au président. Est-ce que quelqu'un de courageux peut dire ce qui se passe dans ce pays ? Pas à la manière de Rechnikov qui dit que nous rattrapons et dépassons les États-Unis. Mais bien sûr, avec des ânes et des mules peut-être. Avec quelle économie ?
Parce qu'on apprend aussi dans cette enquête de Reuters que l'objectif de Poutine, c'est le Donbass. Tant qu'il n'aura pas entièrement le Donbass, il n'abandonnera pas. Oui, c'est son obsession. Et c'est d'ailleurs ce qui a bloqué toutes les tentatives éventuellement de négociation, c'est le Donbass. Voilà, donc il dit le Donbass, tout le Donbass, et peut-être rien que le Donbass éventuellement, mais au moins tout le Donbass, c'est-à-dire concrètement ce qui reste encore à conquérir, qui est encore contrôlé par les Ukrainiens, au moins la ville de Kramatorsk, Sloviansk, etc. Et on s'arrêtera peut-être à ce moment-là. Et du côté ukrainien, la ligne, c'est la ligne inverse, disant on s'arrête, non, tout de suite sur la ligne des combats actuels. Et c'est ça qui maintient en réalité la guerre depuis un certain temps. Et qu'il y a une énorme pression militaire là-dessus, et un espoir qui est toujours déçu du côté russe. On s'en aperçoit, c'est-à-dire que probablement ces militaires lui ont vendu certainement l'idée qu'ils pouvaient s'emparer finalement du Donbass, que cette guerre pouvait prendre quelques mois, etc. Or, on s'aperçoit que, certes, ça progresse un petit peu, mais ça progresse à la vitesse d'un escargot, et qu'à ce rythme-là, il faudra des années pour véritablement s'emparer du Donbass. Oui. L'élément supplémentaire, c'est que Vladimir Poutine, depuis exactement un an, depuis la rencontre en Alaska, il est obligé de montrer sa force à Donald Trump, puisqu'il a refusé. Quand même, reconnaissons-le, Donald Trump lui avait tendu une main qui était extrêmement favorable à Moscou. Il l'a refusé dans un réflexe d'orgueil absolu. Et bien maintenant, il doit trouver quelque chose pour démontrer à Trump qu'il est le plus fort. Trump a toujours envie de faire un accord avec lui. Ça, c'est certain. Mais si Poutine est sur le retrait, ça va s'arrêter. Alors, la Russie continue également de frapper l'Ukraine. Et lors du sommet de l'OTAN à Ankara, Donald Trump a annoncé que les États-Unis étaient prêts à autoriser l'Ukraine à fabriquer sous licence des missiles Patriot. Écoutez. Mon petit doigt m'a dit que nous allons leur accorder le droit de fabriquer des Patriotes. On va leur montrer comment faire, car très complexe en fait. Mais vous comprenez vite. On en parlera, mais on va vous donner la licence. C'est plutôt cool, non ? Comme ça, vous ne pourrez plus vous plaindre qu'on ne vous donne pas assez. Vous allez les fabriquer vous-même. Nous n'en avons pas encore informé l'entreprise, mais ça va bien se passer. Ils seront ravis. Et prenons tout de suite la direction de Washington pour retrouver Sonia Dridi. Une promesse, est-ce qu'elle peut tenir cette promesse aux Ukrainiens ? Alors en tout cas, c'est ce que certains ici à Washington se demandaient, parce que Donald Trump a fait cette annonce et puis ensuite il a laissé entendre que la compagnie qui fabrique cette technologie n'avait pas été mis au courant. En tout cas, on l'a vu, Donald Trump s'est montré chaleureux aux côtés du président Zelensky. Il a lui-même ironisé sur la situation en disant c'est dur à croire, du bureau ovale à aujourd'hui, le bureau ovale où ils avaient eu cette rencontre très houleuse. Et c'est important parce que pour Donald Trump, les relations internationales passent aussi et surtout par les relations personnelles. Et selon Lindsey Graham, ce sénateur républicain dont il est proche, désormais Donald Trump voit les Ukrainiens comme les winners, les gagnants. Et Donald Trump, on le sait, aime les winners. Lindsey Graham qui a fait ses déclarations lors d'un briefing à Kiev, qui a dit que Donald Trump était impressionné par la résilience des Ukrainiens et qu'il était aussi très intéressé par des technologies qui sont en train d'être développées en ce moment en Ukraine et qui pourraient bénéficier aux États-Unis. Merci Sonia Dridi, en direct de la Maison Blanche, excellente comme toujours. Vous avez vu, c'est-à-dire que ce deal... En fait, c'est-à-dire, je vois les Ukrainiens maintenant comme les winners. C'est eux qui sont en train de reprendre, de gagner du terrain. J'ai besoin de leur technologie également pour l'Iran, donc ils me servent en fait, Sophia. C'est le deal, c'est la politique sans la moindre éthique. Alors évidemment, ça n'est pas le monopole de Donald Trump, mais lui, il en use et en abuse. Après l'humiliation suprême qu'il a fait subir à Volodymyr Zelensky, chef d'un État qui était occupé aujourd'hui, il lui trouve, après que tout seul, évidemment soutenu par les Européens, il ait réussi à tenir tête aux Russes, eh bien, il lui trouve une certaine raison de dealer avec les Américains, d'autant plus que non seulement ils ont réussi, mais ensuite il y a un intérêt direct économique pour Washington. Non, mais il se fout de la gueule du monde, Trump. Patriote produit en Ukraine. D'abord, ça va. Enfin, je crois qu'il y a un délai de fabrication. Là, je me trompe.
Plusieurs années. De 24 mois, à minima, oui, pour un patriote. En plus, donc, le produit de propulsion, le Propergol, il faut près de 30 mois pour le solidifier. Donc, entre la construction de l'usine, les montages financiers, la production du Patriote, la solidification du Propergol, on a pour 3 ou 4 ans. D'ici là, je ne sais pas ce que deviendra le conflit. Et en plus, c'est hyper rare. C'est-à-dire que l'Ukraine deviendrait le 3e pays, en fait, à être sous licence patriote. Il y a le Japon, l'Allemagne déjà, et l'Ukraine. Oui, alors d'abord, il faut bien comprendre que ça correspond à un problème crucial, très sensible ukrainien. C'est-à-dire que les Ukrainiens manquent d'intercepteurs pour faire face aux missiles balistiques russes, aux missiles hypervéloces. Ça, ils n'arrivent plus. Enfin, ils manquent de patriotes pour les arrêter complètement. Et ça leur fait mal. Ça leur fait vraiment mal. Donc, il y a une véritable crise particulière dans ce domaine-là. Donc, depuis un certain temps déjà, les Ukrainiens réclament soit aux pays européens qui ont des patriotes, donnez-les-nous, soit achetez-les aux Américains puis donnez-les-nous, ou les enfin bref, vous trouvez, ils se sont adressés, même les Ukrainiens se sont adressés directement à Lockheed Martin, à la société qui les fabrique, en disant on vous achète tout. Bon, voilà, le problème qui se pose aussi du côté américain, c'est que eux aussi ont besoin de patriotes. En plus qu'ils ont consommé un certain nombre au Moyen-Orient. Et donc là, on est dans un deal où Donald Trump, finalement, il ne perd pas grand-chose, il n'a rien à payer. Il dit, voilà, ça ne lui coûte rien d'offrir la licence aux Ukrainiens qui, en réalité, ce qu'ils veulent, c'est les Ukrainiens planchent déjà quand même dessus. Ils ont leur propre projet qui s'appelle le projet Freya. On va en parler dans un instant. On coupe l'herbe sous le pied, Michel. Et donc, leur truc, c'est de dire, OK, on va regarder les plans et puis on va les faire très vite. Parce que j'aimerais quand même vous entendre sur le fait que Volodymyr Zelensky, lui, tout de même, se réjouit de ça. Et écoutez-le, il l'a dit lui-même. La sécurité de notre territoire est extrêmement importante. Le président Trump vient de parler du système Patriot. C'est tout simplement le meilleur système au monde. Le meilleur système antibalistique. Et cela s'est vérifié sur le terrain de guerre. Donc par respect pour tous nos partenaires, nous sommes reconnaissants pour tous les systèmes de défense antiaérien. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il réclame, Volodymyr Zelensky, depuis des mois. Il dit « Nous avons besoin de patriotes », Richard. Oui, absolument, mais la réalité, c'est qu'effectivement, compte tenu des menaces russes, compte tenu du type d'attaque que la Russie perpétue sur l'Ukraine, vous imaginez le nombre de patriotes qui sont nécessaires. Je crois que dans la région du Golfe, depuis le 28 février, 1900 patriotes ont été tirés. Actuellement, la capacité de production est de 600 patriotes par an, et ils veulent, les deux compagnies qui font les patriotes, c'est Lockheed Martin et Raytheon qui fabriquent différentes parties de ce missile antimissile. Je crois qu'ils veulent pousser la production jusqu'à 2000. Il y a quand même un élément. Ne croyons pas, et d'ailleurs Volodymyr Zelensky ne le croit sans doute pas, que la fabrication sous licence veut dire que les Américains n'auront pas le verrou. Oui. Ils garderont le verrou. Oui. Zelensky, même s'il produit des patriotes à l'issue d'un calendrier donné, il ne pourra pas les tirer comme il veut sans que les Américains disent oui ou non. Par ailleurs, c'est pas une très bonne nouvelle, mais il faut comprendre Volodymyr Zelensky qui en a besoin, pas une très bonne nouvelle pour les Européens, parce que en concédant cette licence, il rend à Zelensky le service que celui-ci demandait. Zelensky est donc redevable vis-à-vis des États-Unis, et rappelons quand même que les patriotes en question, ils seront payés avec de l'argent européen. Oui, bien sûr. Oui, alors Volodymyr Zelensky a parlé de quelques jours. Est-ce qu'on lui a promis une première livraison de quelques patriotes? Parce que sinon, effectivement, pour la construction, il faut compter plusieurs années. Ce qu'il faut rappeler ici tout de même, c'est que c'est un besoin cruel pour les Ukrainiens, parce que le taux d'interception du balistique russe sur le territoire ukrainien, il n'est que de 50%. C'est-à-dire que la moitié du balistique qui est envoyé vers les territoires ukrainiens, eh bien, tombe et provoque des dégâts, fait des morts et provoque des dégâts matériels. Il y a un énorme décalage entre l'urgence de la situation pour fermer le ciel et assurer la défense de l'Ukraine et ces promesses de patriotes à très long terme, évidemment. Donc, mais je voudrais souligner quand même que Volodymyr Zelensky, au-delà de son personnage héroïque, il est très habile.
Oui. Il est très habile comme négociateur et il fait de la pommade finalement à Trump. Il a compris comment il faut flatter l'union. En tous les cas, il a compris depuis ce qui s'est passé dans le bureau ovale. Il cerne très rapidement les personnalités des gens et donc il fait quelque chose qui plaît justement à Trump, au-delà du fait que Trump commence à le considérer au sérieux, ce qui n'était pas du tout le cas au départ. Il comprend que quelqu'un, c'est un type qui peut tenir tête à Poutine, c'est quelqu'un qui peut d'ailleurs devenir, comme on dit aujourd'hui, winner, alors qu'il était considéré comme un gars qui n'est pas sérieux et complètement condamné à l'échec au départ. Alors, on le disait il y a un instant, il y a un projet européen en cours pour créer une sorte de compétition avec le patriote américain. L'Ukraine et 8 pays européens vont prochainement se réunir en France pour lancer un projet commun autour de ce projet qui s'appelle Freya, un futur système ukrainien de défense anti-aérienne destiné à intercepter les missiles balistiques. Écoutez Volodymyr Zelensky. Notre mission consiste à réunir des dirigeants, des entreprises et les agences de sécurité nationale, à rassembler tout le monde afin de présenter une proposition de projet européen commun de défense antimissile balistique baptisé Freya. Colonel Goya, ça va consister en quoi tout ça ? Alors d'abord, il faut préciser que le problème, il n'est pas simplement ukrainien. Le problème d'interception des missiles, il est aussi européen. Oui. C'est-à-dire qu'on est complètement démunis. On n'est pas. Il y a les pays qui sont très défendus maintenant. L'Ukraine est quand même très défendue. Oui, on n'est pas capable de continuer à fournir des intercepteurs. Les États-Unis ont des moyens de défendre. Nous, non. Voilà, nous, les pays européens, on est incapables de faire face à ce que fait l'Ukraine. On est incapable de faire face à des vagues de missiles comme ceux qu'ont envoyé l'Iran, etc. Donc ça, c'est un vrai problème. Là aussi, on aurait pu peut-être voir un peu la question depuis un certain temps, mais comme d'habitude, on attend d'avoir le problème devant les yeux ou d'être touché directement par ce problème ou le voir véritablement approcher pour se réveiller. Bon. Il y a le système franco-italien, Michel. Oui, alors le Mamba. Oui, mais c'est pas tout à fait la même catégorie. On a un système, effectivement, le système le Mamba, qui est un système de moyenne portée, donc qui est il tire un peu moins bien, un peu moins vite. On n'est pas capable d'intercepter des missiles qui vont au-delà de Mach 10, c'est balistique, pour l'instant on ne sait pas faire, etc. On y travaille, mais le Patriot, c'est un missile qui peut tirer plus haut, plus loin. Plus précis peut-être sur des missiles qui seront un peu plus compliqués à intercepter. Et puis vous avez même le niveau au-dessus, le missile qui vont au-delà de l'atmosphère, le missile THAAD américain, Arrow israélien. Alors là, pour l'instant, on est complètement à la rue dans ce domaine. Et donc oui, là, donc il y a une vraie urgence aussi pour les Européens. Et puis on se dit effectivement, les Ukrainiens, ils ont montré quand même quelques capacités techniques, ils sont quand même assez forts. Et ils travaillent là-dessus, ils travaillent sur un missile balistique aussi. Donc ils sont capables. Et donc on se dit tiens, si on coopère avec eux, tout le monde y a intérêt. Et puis qu'on puisse développer des intercepteurs qui seront utilisés par les Ukrainiens et qu'après, peut-être qu'on pourra racheter aussi à notre compte, récupérer à notre compte pour notre propre défense. Donc oui, c'est un projet intéressant que, encore une fois, on aurait pu lancer un petit peu avant, mais c'est effectivement assez prometteur. On est très étonnés, je termine juste là-dessus, par la capacité des Ukrainiens donc on voit par exemple là, la fabrication des drones FP1. La société Firepoint, c'est extraordinaire quand même ce qu'ils sont capables de faire depuis quelques années. Ils sont capables de fabriquer des missiles de croisière en un an, des trucs... Oui, ils étaient là à Eurosatory cette année. Oui. Et c'est avec ça qu'ils ont cartonné une partie des navires en mer Noire, avec les FP1. Une jeune femme qui est à la tête de l'entreprise. Oui, tout à fait, 34 ans, alors, très jeune. Pour justement compléter des propos de Michel, je dirais que c'est la guerre, c'est-à-dire la situation extrême qui a révélé les Ukrainiens. Ils avaient vraiment acculé au mur, c'est-à-dire ils n'avaient pas le choix. Ils devaient, pour survivre, l'innovation et la créativité est devenue la solution de survie pour les Ukrainiens. Et dans ces conditions extrêmes, ils ont appris à se débrouiller par leurs propres moyens. Et je me souviens d'un proverbe soviétique qui disait que le sauvetage des naufragés, c'est l'affaire des naufragés
départager eux-mêmes. Donc voilà, donc ce proverbe-là, justement, s'applique aujourd'hui à la situation en Ukraine. Et l'Ukraine est devenue, c'est ce que disait Michel aussi, non seulement un parent pauvre qu'il faut aider, etc., mais un élément de la coopération européenne. C'est-à-dire, c'est un pays qui peut beaucoup apporter justement à l'Europe. Oui, l'Europe a besoin de l'Ukraine, mais l'Europe, elle aussi, a besoin de l'Ukraine dans le domaine justement de l'innovation, de la créativité, du courage, évidemment. Alexandre Melnyk, vous en parliez tout à l'heure, Vladimir Poutine comme un lion en cage, avec des conseillers qu'il n'écoute plus. Est-ce qu'une attaque russe contre un pays de l'OTAN est désormais crédible ? Je vous pose la question. Il y a eu une évolution qui a été approuvée tout de même à la fin du sommet de Ankara, sommet de l'OTAN. L'OTAN qui a décidé de renforcer sa mission de surveillance aérienne au-dessus des pays baltes en la transformant en véritable mission de défense aérienne. C'est quoi ça Alors oui, plus exactement, on a peut-être clarifié ce qu'on appelle les règles de l'engagement. La protection du ciel des pays de l'Europe de l'Est, ça a commencé en réalité depuis 2016. Donc on fait de la police, on appelle ça une mission de réassurance, on fait de la police de l'air. Concrètement, dans les pays baltes qui n'ont pas d'aviation, l'Estonie n'a pas d'aviation de chasse. C'est trop petit pour avoir une aviation de chasse. Donc ce sont des avions de l'OTAN qui tournent sur place et qui protègent le ciel de l'Estonie. Et ce qu'on a constaté, c'est que ce ciel estonien, il a quand même été un peu violé par les Russes, y compris par des avions de combat qui sont pénétrés. Et là, cette crédibilité des avions de l'OTAN, elle a été mise un peu, et c'était peut-être le but d'ailleurs, elle a été un peu testée, quoi. Or, ce qui se passe probablement du côté de l'OTAN, c'est que c'est quand même d'alliance avec des pays qui sont malgré tout souverains, et qu'au bout du compte, la décision revient aux chefs d'État des nations. Concrètement, donc là, ça passe plus par une décision politique, en fait. Donc ça passera toujours par décision politique, c'est-à-dire qu'en Estonie, quand il y avait les MiG-31 sont passés, c'était des avions italiens qui étaient là. Au bout du compte, le patron italien, le chef italien qui est sur place, il a des ordres de son pays qui dit voilà, s'il y a un avion russe qui pénètre, non, vous la battez pas, quoi, parce que ça provoquerait un incident directement entre la Russie et l'Italie, par exemple. Oui. Et donc c'est ça qui tue un peu d'ailleurs tous les opérations en coalition. C'est un véritable poison. Chaque pays Chaque pays a sa politique. Sa propre politique. Et donc là, l'idée, c'est peut-être de clarifier les choses, de dire une bonne fois pour toutes, non, voilà, on applique les règles communes, donc il faut que les nations se le disent aussi clairement. Voilà, nous, si un avion russe pénètre dans le ciel estonien, il sera abattu. Point. Que les choses soient claires une fois pour toutes. Or, pour l'instant, jusqu'à présent en tout cas, et encore un peu maintenant, il y a quand même un flou qui subsiste à chaque fois. Et nous-mêmes, nous avons été mis à contribution, notamment tout le long du mois de juin, avec 11 décollages d'urgence de nos Rafales en Estonie dans le cadre de l'opération Baltic Air, dont 6 le même jour, le 2 juin, avec 3 chasseurs bombardiers Sukhoi et 3 avions de transport russes qui ont été conduits du ciel balte, et puis surtout l'interception d'un drone pour la première fois par un Rafale avec son missile Mika le 8 juin dernier. Il y a aussi le glissement sémantique qui se passe aujourd'hui dans le vocabulaire du Kremlin, qui commence à utiliser de plus en plus ouvertement le mot « la guerre ». Pas l'opération militaire spéciale, mais vraiment la guerre. Et pour expliquer à la population, les propagandistes du Kremlin disent qu'évidemment, on n'arrive pas à gagner cette guerre, c'est pas à cause de ce petit pays, entre guillemets, l'Ukraine, mais à cause de l'Occident, et l'Occident à cause de l'OTAN. C'est-à-dire, il y a cette rhétorique anti-OTAN qui devient de plus en plus, si vous voulez, audible et de plus en plus dangereuse. Tout simplement parce que ça peut provoquer justement cette fuite en avant, dont nous avons déjà parlé, de quelqu'un qui n'arrive pas justement à gagner la guerre contre l'Ukraine et qui s'attaque à l'Occident, parce qu'il ne faut jamais oublier que le but ultime de Poutine, c'est saper les fondamentaux de la démocratie, renverser l'ordre existant et imposer, si vous voulez, le leadership de la Russie face à cet Occident décadent, dépravé, vautré dans le stupre, etc. Oui. N'oublions pas quand même que le paradoxe, c'est que ces menaces russes sur l'OTAN, les menaces qu'ont présentées ces derniers jours, vous savez, les scénarios publiés notamment par le Télégraphe, un assaut sur la Pologne, ou sur les pays baltes,
Tout ça, ça profite quand même à Donald Trump. Donald Trump, il est reparti du sommet de l'OTAN avec 54 milliards de dollars de contrats militaires. Des Européens qui ont peur, c'est des Européens qui payent. Et ça, Donald Trump, il aime ça. Alors, il y a d'autres chefs d'État qui sont repartis avec autre chose de ce sommet de l'OTAN à Ankara. Ça va faire sourire tout le monde parce que tout le monde voit de quoi je parle. C'est ce fameux pistolet, revolver Magnum 357, offert par Recep Tayyip Erdogan, le président turc, qui était pays hôte de ce sommet de l'OTAN et qui aurait offert à chaque chef d'État ou de gouvernement présent à ce sommet ce revolver gravé à son nom, accompagné de 6 cartouches. Alors, pas tout le monde l'a pris. Le chancelier Merz et Keir Starmer, le Premier ministre britannique, et le Premier ministre néerlandais l'ont laissé sur place. Et d'autres s'en sont un petit peu amusés. C'est le cas du Premier ministre canadien Mark Carney. Écoutez ce qu'il a dit. Il m'est venu à l'esprit que le sirop d'érable que j'ai offert faisait un peu pâle figure à côté de ce calibre 357.